Bon retour à vous, mesdames et messieurs, pour cette autre édition qui commence à l'instant même. C'est le débat chez vous, chez nous, sur Info Télévision. C'est comme ça que ça commence. Et déjà, nos excuses pour les 3 minutes de retard accusés au démarrage de ce programme. On va tout de même, une fois de plus aussi, présenter nos excuses pour les bruits nuisibles que vous avez à l'instant. C'est l'aléa du direct qui nous impose cela. Du moins, nous sommes ensemble jusqu'à 11h52, le temps pour la technique de mettre tout en œuvre. Je vais vous rappeler tout simplement que nous allons parler aujourd'hui de la reconstruction, au mieux du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce que le président du comité de coordination de ce plan est du côté du nord-ouest et du sud-ouest en la personne de Paul Tasson. Nous allons parler de cela, mais aussi avec tout l'argent qui est injecté jusqu'ici pour ce plan de reconstruction. Chers téléspectateurs, ça sera la deuxième thématique du jour. La première sera celle qui nous interpellera sur la cabale organisée depuis un certain temps à l'encontre du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. On s'interroge justement aujourd'hui qui en a après le MINDEF. Chers téléspectateurs, nous espérons que, comme d'habitude, vous serez des nôtres jusqu'à la fin de cette émission et surtout avec vos différentes réactions quant aux commentaires, analyses et tout ce que vous aurez à nous apporter pour comprendre mieux les deux thématiques majeures que j'ai présentées il y a quelques instants. Mais avant d'en parler, je voudrais vous faire juste l'aperçu de ce qui sera comme actualité à traiter. C'est les 3 projets de loi qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, notamment pour l'accompagnement des femmes dans leur insertion à l'OCI et maintenant aussi pour cette ratification pour la lutte contre la commercialisation ou alors l'abattage, l'élimination des gorilles dans notre pays, le Cameroun, mais aussi le commerce illicite du tabac. Les 3 lois qui ont été justement, je l'ai dit, adoptées par l'Assemblée nationale, en attendant que le Sénat se prononce à propos. Pour en parler tout de suite et maintenant même, nous allons recevoir nos différents invités. Il s'agit naturellement de Valère Bertrand Bessala, le Patrice Bilois ici, et Willy Carr. Je vais commencer par Valère Bertrand. Bonjour. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Toujours ravi d'être parmi vous. Willy, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à Valère Bertrand, bonjour au patriarche. Voilà, vous l'avez déjà cité. Ah. C'est plus un secret. Moi, je dis, conformément à mes convictions, je salue Bessala, non pas Bertrand. Je salue M. K et M. Fangono, ainsi que tout ce qui peut nous. Il trouve toujours le moyen de nous la faire. Alors, Willy, à l'Assemblée nationale du côté du Palais des Congrès, on a parlé hier, justement, non, c'était avant-hier, on a parlé de ces 3 projets de loi qui font jaser jusqu'ici, notamment parlant de la chasse contre les gorilles et pour les femmes qui doivent aussi avoir un plus dans l'accompagnement de leurs activités avec leur insertion à l'OCI et maintenant aussi le tabac qui devrait diminuer dans sa commercialisation au Cameroun. Ça, c'est ce que nous attendons jusqu'ici pour voir clair sur la situation. Bon, non, je pense que c'est des sujets qui ont pour moi leur place dans notre société, mais en même temps, on a voulu aussi donner du grain à moudre aux députés, parce que je me rends compte qu'ils n'ont pas grand-chose à faire ces derniers temps-ci. Et on a voulu leur donner un peu du grain à moudre. Le problème de l'accompagnement des femmes et de la place qu'il faille leur donner, je crois que ça, c'est des problèmes vieux de l'époque de Mathusalem. Je ne pense pas que c'est par un projet de loi qu'on va instituer la place de la femme dans la société. Pour revenir sur l'affaire des gorilles, je ne sais pas, je ne sais même pas si dans ce pays on est sérieux dans ce qu'on fait. On n'arrive même déjà pas à s'occuper des humains. Hein? Ouais, les humains qui meurent d'une pandémie. Mais on croit vouloir gérer les gorilles. Qui sont ceux qui détruisent l'écosystème dans lequel sont censés vivre ces gorilles? C'est ceux qui nous gouvernent. Quand vous détruisez les forêts,
Vous détruisez quoi? Ce qu'on appelle généralement la biodiversité. Vous détruisez l'espace dans lequel les gorilles vont vivre. Combien de personnes aujourd'hui sont citées dans l'exploitation irrégulière de nos forêts? Quand vous citez ces personnes, vous allez trouver ceux qui viennent aujourd'hui nous donner l'impression qu'ils aiment trop le Cameroun et les gorilles qui sont dans le Cameroun. Ce sont eux-mêmes, les micro-projets qu'ils mettent en place là. Ils détruisent les forêts. Vous voulez que le gorille fasse quoi? Vous appauvrissez les gens, vous meurent de faim. Si ce n'est que le gorille qu'on a mangé, qu'on fasse comment? Non, il faut arrêter. Je crois qu'il y a un préalable dans toutes choses. Et dans ce pays, on a souvent tendance à insulter l'intelligence des Camerounais. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, la préservation de l'espèce animale, de la biodiversité, c'est bien. Mais je dis, évitons dans ce pays de mettre la charrue avant le bœuf. Patrice Bilois, ici, on a justement cette situation du braconnage qui va grandissant au Cameroun, mais spécifiquement les gorilles qui sont des espèces rares et protégées. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on pense qu'il est temps de mettre un stop à la chasse contre les gorilles et même à la destruction de leurs habitats, le disait encore Willy en d'autres termes. Mais alors, c'est vrai que vous avez déjà eu à parler de la commercialisation du tabac. Si on reste tout simplement que pour la situation des gorilles au Cameroun, quand nous savons que le Cameroun reste l'un des pays au monde où on peut encore trouver ces espèces rares, notamment les gorilles et les singes de haute taille. On pourrait poser la question encore pour combien de temps? C'est ça le véritable problème. Et l'autre problème, je vais dans la ligne de Willy. Et il serait souhaitable qu'on s'occupe d'abord des hommes et que les hommes s'occupent de la nature. Et qu'on commence par la nature, c'est une bonne chose, certes, parce que nous sommes sortis de la nature, n'en déplaise à ceux qui ont vu Dieu créer les hommes. Je voudrais dire que cette affaire rentre dans la ligne droite des prévaricateurs camerounais. Lorsque ils veulent faire un coup, ils font semblant d'être contre. Et effectivement, qui autorise l'exploitation des forêts? Ce n'est pas le villageois de Ngelmendouga ou de Melundu. C'est clair. Non. C'est ceux qui autorisent l'exploitation des forêts qui savent qu'en détruisant l'habitat des animaux, ces animaux ne pourraient plus être là. Pour aller chez moi à Indama, il y avait un endroit à moins de 5-6 km de mon village où on allait, quand on entendait les gorilles faire ça, ils tapent sur la poitrine. En tout cas, le mâle dominant. Ils tapent. Et ça fait du bruit. Nous, on savait qu'à telle heure, ils passent et on allait pour regarder comment les gorilles traversent la route. Mais aujourd'hui, pas possible. Je dis, dans toutes les petites rivières de chez moi, on pouvait pêcher et avoir du poisson. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce que on nous a apporté des produits chimiques, le gamophèle et tout ce que vous voulez, on verse dans les rivières pour tuer les poissons. Et on tue effectivement les poissons tout en ignorant qu'on tue même les tout petits. Alors, aujourd'hui, on nous sort une loi, comme au Cameroun. Les lois, il y en a. Mais qui va appliquer? Je connais aujourd'hui à l'Est des conflits qui opposent des personnalités avec certains lanceurs d'alerte qui estiment qu'on fait beaucoup de place à ceux qui viennent détruire notre forêt. Et si vous le faites, vous allez voir les réactions et vous comprendrez d'où vient la destruction de notre forêt. Cette forêt est utile. Utile non seulement pour les animaux, mais pour nous aussi. Et pour nous, nous avons dans la tradition africaine, donc camerounaise, tiré la majeure partie, sinon la totalité de nos remèdes de la forêt. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un certain type d'herbe ou d'arbre. Pourquoi? Parce que la nature est saccagée, violentée, et on nous sort un texte
Qui va appliquer le texte? Ce sont les députés qui vont manger à côté de ceux qui exploitent, les autorités administratives qui sont toujours en osmose avec ceux qui détruisent la forêt. Qui va appliquer ce texte? C'est ça le véritable problème chez nous. Il faudrait, pour qu'il y ait une véritable défense de la nature, d'abord constater une chose, hein, il n'y a aucun parti écologiste au Cameroun, ou presque. Valère Bertrand Messala, la situation est là pour Willy Kak. Il pense que ce n'est que par les hommes qu'on devrait normalement commencer. Pour d'abord leur donner un mieux vivre que de penser d'abord aux gorilles. Pour le patriarche Bilois, ici, la question est posée. Qui va appliquer cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale? Les députés, les administrateurs qui, entre-temps, s'entendent après ces déclarations pour mieux exploiter nos forêts et qui sont le domaine réservé à l'habitat de ces gorilles, finalement, qui seront aussi exposés, voire exterminés. Monsieur Sangono, nous ne sommes pas ici pour dénoncer des gens. Je pourrais vous donner des noms, mais ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est la sensibilisation générale. Valère. Il faut savoir que pour les gens qui ont les problèmes de fertilité, ils ont besoin des testicules de gorille. Ah bon? Oui. Les gens qui ont besoin de la force physique, de la tonicité, ils ont besoin de la peau, de la main séchée du gorille. Les gens qui ont divers problèmes parce que peut-être l'enfant ne marche pas, ils ont besoin de l'os du gorille. On a besoin de masser le bébé avec l'os du gorille. Ça au moins je connais. Parce que la potion... Pour le premier, c'était très éloigné. Merci Valère. Non, ce n'est pas éloigné. Il y a des animaux, on achète le sexe de certains animaux. Et qu'est-ce qu'on fait? On brasse ça sur le sexe de... C'est des plats qui coûtent très cher dans certains restaurants. Il faut consommer. Merci Valère pour la recette. J'ai cité là quelques-unes des recettes pour certaines choses. Je peux en citer encore d'autres. Pour dire qu'en fait... Les vertus du gorille. Les vertus du gorille. Bon, on peut continuer si vous voulez. Ceux par exemple qui ont besoin de se prélasser lorsqu'ils sont stressés aux États-Unis, qui ont beaucoup d'argent, ils prennent un jet privé, ils arrivent à Yaoundé, ils prennent un petit aéroplane sous la couverture de nos pontes du pouvoir. Ils atterrissent quelque part là dans une forêt ni vue ni connue à Batouri. Il y a même une autre à Fouman. Et puis il n'a pas votre arme de chasse que vous avez ici. Il a un kalash ou alors il a une arme de guerre. On circonscrit la forêt avec nos gardes forestiers et tout ça. Et puis il entre là-bas. Il a ses gardes qui sont à 100 mètres de lui et qui le suivent à distance au cas où il serait submergé par une attaque d'une bête particulière. Et comme il cherche le gorille, quand il a vu le gorille, il tire et puis il est très content, il est jouissif. Il rentre dans son aéroplane avec son butin, il reprend le jet privé avec son butin, il rentre aux États-Unis. Je viens de citer des cas pour que vous compreniez la souffrance de cette espèce, tant sur le plan local, parce que nous-mêmes nous en sommes les bourreaux, que sur le plan international, les Blancs, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce que la population des gorilles est estimée maintenant à environ moins de 100 000. Et on retrouve le gorille très particulièrement en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sensiblement de l'Est, mais surtout en Afrique centrale. C'est pour cela que le problème se pose avec acuité par le programme des Nations Unies pour la protection de la nature, qui justement éveille les sensibilités et les intérêts des uns et des autres sur la protection de cette espèce. Il faut dire aussi que l'homme finit par menacer déjà aussi le gorille dans son biotope, parce que les guerres civiles, prenons le simple cas, je ne sais pas s'il y a des gorilles dans le nord-ouest ou le sud-ouest, mais allez vous imaginer que les guerres civiles, les guerres internes permettent souvent parfois aux villageois d'aller se cacher en brousse. Et lorsqu'ils vont se cacher en brousse, il faut bien qu'ils mangent matin, midi et soir. Qui doivent-ils rencontrer en brousse? C'est le gorille, avec toutes ses races, avec tous ses cousins. Il faut bien les abattre pour tourner le barbecue en pleine forêt. Donc vous voyez, c'est déjà un problème. Ils vont aussi en forêt pour habiter la forêt au même titre que le gorille, mais ils ne peuvent pas cohabiter avec le gorille.
vous comprenez que le gorille, se sentant menacé, sentant la présence de l'homme, est obligé de migrer. Et quand il migre, automatiquement, il y a comme une dissolution de sa moralité, de sa psychologie, et même une perturbation même dans son mode de vie, et qui ont des répercussions même dans sa reproduction. Parce que vous savez que les animaux, ils sont aussi comme nous. Si un monsieur, par exemple, vous n'allez pas demander à une femme qui n'a pas le moral de faire des enfants au moment où elle n'a pas le moral. C'est un peu ça la même chose. C'est aussi ça, le gorille au féminin. Vous ne pouvez pas lui demander de faire des bébés quand elle ne se retrouve pas dans son biotope. Il faut qu'elle voyage parce qu'elle doit fuir la présence de l'homme. Donc il y a toutes ces perturbations qui font qu'on a pensé qu'il fallait absolument protéger les gorilles. Mais cela n'enlève à rien ce que M. Kak disait tout à l'heure. C'est-à-dire que chez nous ici, nous avons plusieurs complicités sur le terrain. Le gorille est un peu comme le diamant, comme l'or de Mini Martab, qu'on tamise à bout de petits paniers. C'est-à-dire que l'État fait comme s'il ne voit pas, et pourtant on voit. On prend des gorilles ici, on met dans des aéroplanes, on envoie en Allemagne, on envoie aux États-Unis, on envoie en France. Et quand nos frères arrivent en France, ils vont trouver des gorilles de chez nous là-bas. D'ailleurs, moi j'avais un prof d'allemand qui aimait bien s'amuser. Il disait, est-ce que vous savez que vous tuez les chèvres ici tous les jours pour manger quand c'est le ramadan ou le mouton ou le ceci, le cela. Est-ce que vous savez que là-bas, même les blancs ont besoin de ça? Il dit qu'il est arrivé en Allemagne pour les études. Et il dit, il arrive à un zoo. On le balade dans un zoo. Il trouve une chèvre. Et il trouve une chèvre. On avait fait une petite plaque. Tigre von Cameroun. C'est-à-dire la chèvre du Cameroun. Là, il dit, mais c'est pas possible. Nous, on égorge les chèvres chez nous. C'était pas la chèvre de Ndama. Oui, des tigres von Cameroun. Peut-être c'était la chèvre de Ndama. Peut-être le grand-père du patriarche. Donc, nous avons ces réalités-là. Mais je crois quand même que sortons un peu de cet élément et sortons aussi peut-être de ce propos pour dire que je me suis un peu trouvé amusé des propos de nos jeunes à l'Assemblée nationale. J'ai vu les propos d'un candidat, un ancien candidat sur les gorilles. C'était très élaboré. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils sont censés faire à l'Assemblée nationale? J'ai vu tout ce qui est passé dessus. C'est-à-dire que j'ai bien compris peut-être que c'était un test qu'eux-mêmes se faisaient pour savoir s'ils peuvent bien défendre des lois. Mais je crois quand même qu'ils avaient décidé de pousser certaines lois à l'Assemblée nationale, notamment le changement du code électoral. Voilà les vraies choses qu'il nous faut dans ce pays. Vraiment qu'on réduise la défense de nos jeunes à la défense de ces gorilles, des espèces protégées ou je ne sais pas trop quoi que vous avez encore cité là-bas de l'autre, le tabac et tout ça. Vraiment, je crois que c'est plus important. Pour nos jeunes qui sont à l'Assemblée nationale, ils y sont déjà. Il faut qu'ils se mettent au travail et qu'ils se disent qu'ils doivent laisser au parti au pouvoir la défense des sujets secondaires, des sujets accessoires. Vous avez beau voter, et vous avez bien dit, on a voté des lois. Est-ce qu'on va les respecter? Ça, on ne les respectera jamais. Tant que vous aurez toujours des braconniers qui vont braconner dans nos forêts, à l'extrême nord, la question de nos éléphants, avec toutes ces trompes-là et tout ça, vous, avec la complicité même de nos agents, et de nos autorités, vous n'y arrivez jamais. Si je vous disais par exemple, est-ce que vous savez à quoi sert la voiture CA dans les forêts de l'Est, dans la savane et dans l'abutisme du Grand Nord? C'est justement à transporter des espèces protégées. Parce que la CA, elle ne s'arrête pas au contrôle. On ne va pas la fouiller. C'est comme cela que ça marche. C'est des voitures des autorités qui servent même à prendre des trompes d'ivoire depuis le septentrion, les amener jusqu'au port de Douala pour les évacuer. C'est comme ça, jusqu'à même dans les aéroports. Donc, même les valises diplomatiques, les CD, les corps diplomatiques, tout ce que vous voyez là, c'est à ça que cela sert. Donc, vraiment, que les jeunes là, ils nous laissent cette affaire-là, laissez le parti au pouvoir défendre les gorilles, les souris, les rats et tout ça. Occupez-vous de ce qui pourrait changer la vie des Camerounais foncièrement. Parce qu'il est important, et je sors par là, comme qui est même le dire que si nous ne prenons pas le risque de changer le Cameroun, ces gens-là garderont toujours le privilège de changer la vie de leur famille. Parce que c'est ça. Si nous ne prenons pas le risque de changer la vie des Camerounais nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en prenant les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire le peuple lui-même, eux, ils continueront toujours à travailler pour changer la vie de leur famille. Et nous allons toujours nous plaindre de l'ego, nous allons toujours nous plaindre de la corruption et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc les jeunes nous laissent cette affaire-là. Il faut changer le code, il faut changer la vie des Camerounais, les problèmes des salaires et tout ce que vous pouvez imaginer.
Merci à vous, Valère Bertrand Bessala. Merci à vous, très cher Willy Kak. Merci au Patrice Bilois. Ici, la suite de votre émission maintenant. Chers téléspectateurs, pour quelques minutes, nous allons nous interroger sur ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, pour ce qui est aussi de la presse écrite et même certains plateaux de télé et de radio. C'est à l'encontre du ministre en charge de la Défense au Cameroun, Joseph Betty Assom. Patrice Bilois ici, qui en veut à Betty Assom? Sans lire dans la boule de cristal, parce que je connais le mode opératoire des Camerounais ou des responsables camerounais, entre guillemets, parce que dès lors qu'il y a une rumeur de remaniement ministériel, tout le monde se voit ministre. Et se voir ministre, c'est-à-dire évincer ou bousculer celui qui est là. Ce qui fait que la plupart des cabales sont organisées par les ministres contre d'autres ministres. Et évidemment, ils ne se mettent pas en première ligne. Ils utilisent des supports qui, ma foi, reçoivent en conséquence assez d'argent. Donc, je dis, aujourd'hui, qui peut être contre le ministre Betty Assom? C'est celui qui croit que si on enlève le ministre Betty Assom, il pourrait le remplacer. Il faut déjà chercher à partir de là. Et ensuite, il faut regarder du côté de certains partis d'opposition qui veulent absolument démontrer que la pourriture est générale. Et on se sert donc d'un individu pour dire ces choses qui, ma foi, ne sont pas vérifiées. Il faut le dire, M. Betty Assom, je ne sais pas s'il a déjà construit des villas comme on nous montre. Mais ici en studio, mon fils vient de me révéler quelque chose. La route qui va où habite le ministre n'est même pas faite. Or, il suffit d'un coup de téléphone au génie militaire pour qu'on fasse la route qui va chez le ministre. Il ne le fait pas. Et pourtant, il s'en occupe à d'autres occasions et à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il ne pense pas, il n'est pas introverti, il ne pense pas seulement à lui-même. Donc, à partir du moment où on vous montre des photos des maisons qui ont été construites depuis longtemps, comme si c'était le produit d'une prévarication depuis que le ministre est ministre à la Défense, ça veut dire effectivement que la guerre est déclarée. Mais la guerre est déclarée. Il faudrait quand même qu'au Cameroun, on puisse comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont propres. C'est vrai, le reproche est fait de manière générale à notre gouvernement, que c'est des gens qui veulent absolument s'enrichir, c'est des jouisseurs, c'est de ceci, mais ils sont pas... C'est comme une communauté. Une communauté ne peut pas être complètement mauvaise ou complètement bonne. Il y a forcément, ça c'est la loi de la nature. La dualité du bien et du mal se retrouve partout où on jette le regard. Donc, que aujourd'hui, M. Betty Assom soit considéré comme un prévaricateur et j'allais dire que ce n'est pas honnête de le dire. C'est intellectuellement faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est des choses que nous pouvons vérifier. Parce que lorsque nous parlons ici, nous disons, on ne vient pas ici pour faire plaisir à certaines personnes ou pour attaquer certaines autres. Donc, aujourd'hui, ce qui se fait contre le ministre Betty Assom est une énorme cabale. Et je l'ai dit, on peut diriger notre regard soit du côté du gouvernement, soit du côté des prétendants au trône. Donc, pour moi, on n'a qu'à vérifier. Et nous l'avons fait.
les maisons qu'on nous montre ne viennent pas d'être construites. La maison qu'on montre, elle ne vient pas, l'immeuble, si vous voulez, pour donner de l'ampleur, ne vient pas d'être construit. Donc, il faut que vite le gouvernement sorte et que ces bagarres, j'allais dire, du quartier, les Camerounais ne cherchent pas une place en disant j'ai une valeur, je suis patriote, j'ai une vision. Non, ils cherchent la place en disant si je peux prendre la place des Fangono, je serai heureux. Et ça, c'est une mauvaise méthode. C'est une, j'allais dire, ça conduit notre pays à des affrontements qui n'ont pas lieu d'être. Willy Kak, oui, la question que je voudrais vous poser, pourquoi peut-on en vouloir à Joseph Betty Assom aujourd'hui, quand nous avons à peu près le parcours de cet homme jusqu'à aujourd'hui, ministre en charge de la défense au Cameroun, et les résultats dont il présente aux Camerounais et même à l'Afrique depuis qu'il a la tête de ce ministère? Alors, je n'ai pas la prétention d'être de ceux qui lisent les lettres dans les enveloppes fermées. Ce que je veux dire là est une émanation des enquêtes et des informations que j'ai. Et je vais commencer simplement par dire, moi, vous vous souvenez, je me suis livré à un exercice ici tout récemment, dans lequel je m'évertuais à citer les quelques rares bons ministres du gouvernement de M. John Gouté, et parmi eux figurait en bonne place M. Joseph Betty Assom. Et je continuerai en disant simplement, pour moi qui suis un Bantou, je sais qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui a des fruits. Quand j'ai dit cela, je vais revenir pour dire au patriarche, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf le fait que moi je ne trouverai pas dans l'opposition les détracteurs de M. Joseph Betty Assom. Parce qu'il ne menace en rien les intérêts des opposants. M. Joseph Betty Assom, s'il va falloir chercher ses détracteurs, il faut les chercher dans le parti auquel il appartient, le RDPC, et dans le Sérail. Pourquoi? Parce que, voilà, Bertrand Bessala vous a souvent expliqué un certain nombre de choses dans lesquelles on pouvait comprendre aisément pourquoi M. Joseph Betty Assom avait fini par devenir ministre de la Défense. Vous vous souvenez de tout le ramdam qui s'est fait à la veille du remaniement qu'il a justement porté à la tête du ministère de la Défense. Son nom était cité régulièrement dans la presse. Et n'étant même déjà pas dans le gouvernement, il commençait à recevoir des flèches en tant que gouverneur de la région du littoral. Et pour revenir au cas qui nous concerne, cette villa, qui lui est attribuée d'ailleurs, et dont les images font le tour des réseaux sociaux, il faut dire que pour ceux, moi je ne connais pas bien la ville d'Ayos, mais pour ceux qui connaissent la ville d'Ayos, ceux que j'ai contactés, ils ne reconnaissent pas la présence d'une villa comme celle-là, d'un château comme celui-là dans la ville d'Ayos. Ça veut déjà dire que l'information, elle est fausse. Peut-être que quelqu'un allait, je pense même que c'est ce qui est le cas, quelqu'un allait prendre les images d'une villa ou d'un château construit ailleurs pour venir attribuer à M. Betty Assom. Maintenant, la réponse à la question que vous voulez poser, c'est que vous savez, dans ce qui se dit par rapport au vent du remaniement qui souffle depuis plusieurs mois, c'est que M. Betty Assom, au vu des actes qu'il pose en tant que ministre de la Défense, est pressenti pour occuper un poste, celui de secrétaire général à la présidence de la République. Il est pressenti. Et comme le disait le patriarche, c'est clair que celui qui occupe ce poste aujourd'hui a certainement cette information. Et Dieu seul sait que tout ce qu'il va vouloir faire aujourd'hui, c'est de se maintenir à ce poste de responsabilité. Voilà, Bertrand Bessala et moi, on évoquait encore le cas, l'implication de ce monsieur dans, lorsqu'on décryptait le rapport de Ngarbou. On avait dit, je me souviens, moi je l'avais dit, que ce rapport passait aussi pour être une peau de banane qu'on plaçait sur le chemin de M. Joseph Betty Assom. Et Dieu seul sait combien est-ce qu'il a dû œuvrer pour esquiver cette peau de banane. Et donc, vous allez comprendre aisément, quand je dis ce que je viens de dire, pour ne pas garder la parole assez longtemps, le pourquoi de toutes ces cabales. Et qui peuvent en être les instigateurs.
Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui se sentent menacés par l'arrivée de M. Joseph Betty Assomo, et il y a ceux, comme le disait le patriarche, qui veulent lui succéder à ce poste de ministre de la Défense. Et moi, je conclurai simplement en disant une chose, s'il pouvait m'écouter, c'est que, et ça, c'est ce qui fait sa particularité, je crois que c'est en cela qu'il aura le dessus sur ses détracteurs, c'est quelqu'un qui fait fi de tout ce qui se dit et se raconte autour de lui. Il reste muet comme une carpe, il fait simplement ce qu'il a à faire, et moi je le salue dans cette façon de faire les choses. Valère Bertrand Bessala, ça gronde sur les plateaux de télévision, de radio, c'est même aussi dans les lignes de la presse écrite camerounaise. On parle de Joseph Betty Assomo comme quelqu'un qui aurait une richesse énormissime avec des gratte-ciel par moment, s'il y en a au Cameroun, mais lui, il est cité parmi ceux qui ont déjà les clés de ces abris-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au vu de ce qui a été déclaré par le patriarche et Willy Kak? Une simple manipulation? Vous savez, c'est un ministre embastillé qui vous disait le type de ministre qu'il y a. Il y a ministre et ministre selon les mots même qu'il tenait du président de la République. Je renvoie chacun à la formule exacte de cette affaire. Vous savez, et je le rappelais, je crois, il y a 2 jours ici, qu'il y a des ministres que le président connaît, parce qu'il les désigne lui-même, et il y a des ministres qu'il ne connaît même pas, parce qu'il laisse le soin à d'autres de les choisir. Et tu as parlé du LGPM. Voilà, donc si je l'ai dit, vous pouvez déjà vous imaginer ce qui se passe, parce que vous comprenez que ce que les collaborateurs du président choisissent comme ministre ne font pas généralement des problèmes, enfin ne font pas généralement l'objet de tirs groupés dans les médias. Et quand même bien ils font déjà l'objet de tirs groupés, c'est certainement que soit leur parent qui les a proposés n'est plus en harmonie ou en osmose avec eux et décide donc de financer certains médias pour les descendre. Soit alors tout simplement, ceux qui voudraient le poste, leur poste commence donc à bouillonner et puis à faire ce qu'on voit d'habitude. Mais pour les ministres qui ont été choisis par le chef de l'État, les méthodes sont connues. C'est-à-dire que c'est des gens généralement qui se trouvent toujours dans un petit mouchoir de poche. Donc, qui se connaissent entre eux et qui mènent un combat en fait autour du chef de l'État. Si je l'ai dit, revenons peut-être à l'homme, parce que peut-être ceux qui sont au Togo, au Bénin, à Madagascar, comme notre ami, je crois, Abdul Karim. Peut-être il est Camerounais à Madagascar. Il est Camerounais, mais bon, à Antananarivo. Ils ont peut-être perdu notion, ceux qui sont en Europe. Monsieur Betty Assomo, c'est le ministre de la Défense du Cameroun. Ministre délégué en charge de la défense du Cameroun, parce que c'est le président de la République qui est le ministre de la Défense. Mais ce monsieur qui est né le 7 août 1959 est un administrateur civil chevronné qui a fait ses classes. Il a fait des arrondissements que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on dit maintenant que quelqu'un, le fils de tel, il fait toute sa carrière à Yaoundé comme premier adjoint, sous-préfet, préfet, et puis on l'envoie inspecteur, même pas inspecteur, inspecteur sur le garage. Moi j'étais inspecteur, j'étais au garage, secrétaire général, non, je parle bien du commandement territorial, parce que Betty est un frère moulu du commandement territorial. Il n'a fait que ça dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a été au contact des hommes, il a été au contact du risque et du danger toute sa vie. Il a même été préfet dans le village du président. Là, ça, vous le savez, il a été préfet dans le village de 1997, quand il part de Mbankomo, sous-préfet de Mbankomo, pour le Djaïlobo, préfet du Djaïlobo de 1997. Et c'est d'ailleurs l'un des rares qui a fait pratiquement 8 ans dans le département du chef de l'État, de 1997 à 2005. Wow. Quand il part de 2005 pour revenir à Yaoundé, pour préfet d'Imfundi, jusqu'en 2010, pour remplacer Pascal Mani, qui allait aussi gouverneur à l'époque. Donc, je vous fais un peu, et puis gouverneur donc en 2010. Mais revenons donc sur cette affaire. C'est un monsieur que le chef de l'État connaît particulièrement, parce que c'est ça qui fait la différence entre les hommes du commandement actuel et les membres du commandement actuel. Je vous raconte souvent une anecdote. Où le président arrivait parfois au village, il était préfet du Djaïlobo. Et il se surprenait, son spécial lui venait lui dire, monsieur le préfet, le président arrivait dans la nuit. Il dit, comment? Ça s'est répété plusieurs fois et il a pris sa plume. Il a écrit au directeur du cabinet civil. Là, vraiment avec des mots un peu durs, pour lui dire que jusqu'à nouvel avis, je suis encore préfet du Djaïlobo. Et quelles que soient les circonstances, je suis garant de la sécurité du chef de l'État qui est un citoyen lorsqu'il arrive au village de mon département et de mon territoire de commandement. J'aurais voulu, et cela j'insiste, que chaque fois qu'une visite, un séjour du chef de l'État est annoncé dans le Djaïlobo, notamment à Mayomé Sala, que je sois averti et que je prenne les dispositions que m'impose la loi.
pour la sécurité du chef de l'État. C'est une lettre qui avait impressionné le chef de l'État selon les dires, et on dit, c'est là où il a commencé par marquer le président de la République. Et donc son évolution, vous comprenez donc pourquoi il part du Djaïlobo, il arrive dans l'Omfundi en 2005. Ouais. Vous comprenez le trajet de quelqu'un. Et en 2008, il se sûr que l'homme pourrait être soit directeur, soit délégué général à la Sécurité nationale, soit MINDEF. Et à un moment même, on disait peut-être RGPR, mais là j'efface le côté là. Mais ceux qui étaient donc DGSN à ce moment-là et MINDEF ont commencé donc à bouillonner. Vous pouvez vous imaginer, parce que c'est eux qui manœuvrent toujours autour du président et avec la complicité du RGPR, ont décidé comment on réussit en 2009, parce que c'était le gouvernement du 30 juin 2009 où l'homme était pressenti. On réussit à nettoyer le nom du monsieur parce qu'effectivement le président l'avait déjà choisi. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et en 2010, pour lui donner un strapontin, on l'a envoyé gouverneur de la région de l'extrême nord. Mais vous savez, le destin, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'en l'envoyant à l'extrême nord, moi-même j'étais à l'extrême nord, c'est toujours parce que quand on vous envoie dans les régions difficiles, on dit il va se faire oublier là-bas. On ne le verra même plus. En 2011, c'est lui qui reçoit le président de la République pour la campagne. Comme d'habitude, puisqu'il va toujours chez sa fille aînée, à Maroua. Et là encore, le président le découvre là-bas. Il dit, mais attention, le gouvernement donc, du 9 décembre que vous connaissez, une fois encore, les gars réussissent à lui faire le coup habituel. C'est-à-dire que le chef dit, bon voilà, il y a un petit là, il y a un petit là, vas-y, il y a un petit là. Eh bien, les gars, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont préféré prendre son ami d'enfance, que vous connaissez très bien, qui a été ministre des Travaux, dans le même département, le même arrondissement à Yos. Vous pouvez vous imaginer et dire au chef de l'État, non, on n'a plus besoin d'un dans l'oignon et Foumou. Il y a un Kiri qui est là et il y a l'autre qu'on a amené là qui est très bon. L'inspecteur des régies financières. Suivez mon regard. Effectivement. Le président a encore avalé la couleuvre comme d'habitude. Mais en 2015, il a pris sur lui de le nommer. Parce que c'est ça qui est particulier. Moi, je ne peux pas oublier ce jour. Nous sommes le 2 octobre parce que c'est le gouvernement du 2 octobre 2015 où justement, un aîné me dit, mais le type là, il est terrible, hein? Le président, on a fait des ping-pong ici, partout, le texte est parti, revenu, il dit, le chef a pris, il a rayé 2 noms, parce que les 2 ministres de l'Union et Foumou, celui qui était ministre des Travaux, il a rayé son nom, Nkili qui était ministre des Transports, je crois, il a rayé son nom, il a écrit, là où il y a MINDEF, il a écrit le nom de M. Betty au stylo. Parce qu'il a écrit au stylo, et le monsieur qui était au MINDEF qu'on proposait, il a juste fait une flèche pour lui donner un autre ministère. Et il a repoussé au secrétariat. Donc, c'est un ministre en fait qui est le ministre du président. C'est à ça que je voulais arriver comme conclusion. C'est le ministre du président, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par des réseaux, de ceci, de cela. Les gars l'ont tellement écrasé, tellement rabougri, tellement... Et regardez même sa façon de fonctionner quand il est avec les autres ministres, il est toujours en retrait. Vous le verrez difficilement dans des conciliabules, en train de causer, en train de ceci. Voilà l'homme qui est Betty Assomo. Maintenant, après avoir expliqué l'homme, peut-être il faut maintenant revenir au travail. Je crois que moi j'ai peut-être eu cette particularité lorsqu'il a perdu sa mère et puis son fils. Son fils, oui. Son fils. Moi j'étais là-bas. J'étais là-bas et j'ai découvert que la maison était à peine finie même. Bah, ce n'est pas celle-ci que vous voyez. Celle d'Ayos? Oui, celle d'Ayos. Elle était à peine finie parce que vraiment, je ne sais pas, les Camerounais sont terribles. Elle était à peine finie. Mais je crois qu'il doit y avoir fait une mission, mener une mission là-bas, M. Fangono. Je vous laisse parler. Non, la maison était à peine finie. Et vous connaissez la ruelle qui mène de ce côté-là, derrière le lycée technique d'Ayos. Donc vraiment, ici même à Yaoundé, quand vous y allez, c'est une maison, c'est même un terrain qu'il a, qui même quand il était encore, je crois, préfet dans le Djaïlobo. Il a commencé à construire quand il était préfet dans l'Omfundi. Il a achevé à peine, ça fait 6 ans. Il a achevé quand il était gouverneur dans le littoral. Et comme le parti vous disait, c'est ici en Croix-Bang. La route même qui mène, c'est une route chaotique que vous pouvez m'imaginer. C'est maintenant que je crois que l'ancien délégué du gouvernement a peut-être lancé un marché pour aller, mais encore que les travaux n'ont même pas encore débuté. Donc je crois que l'humilité, c'est quelque chose dans l'administration que ceux qui pensent qu'ils ont trempé la main partout à gauche et à droite pensent toujours que tout le monde doit être trempé afin que peut-être ils ne bénéficient pas des grâces du peuple camerounais. Parce que quand le président de la République décide de vous désigner, c'est quand en fait vous bénéficiez des grâces du peuple camerounais. Betty Assomo, c'est un monsieur assez particulier. Moi, je le dis comme ça, peut-être quand j'en parle, moi je ne cache pas ma paternité. Ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est mon parrain dans l'administration territoriale. Oui, je suis désolé. Moi, je le dis. Je ne suis pas de ceux qui renient les gens, même s'il va en prison demain.
je vais toujours, il restera toujours. Ah ben je comprends pourquoi de l'exactitude des dates. Oui, l'exactitude des dates, moi je parle parce que les gens vont peut-être se dire que c'est un affabulateur qui... C'est mon parent, c'est-à-dire que... Je ne l'avais pas aussi. Quand j'entre au commandement territorial... Non, quand sur ce point-là. Ce que les gens ne savent pas, j'ai une relation... Ah, je comprends votre rectitude morale. Oui, j'ai une relation particulière avec ce monsieur parce que vous savez, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Vraiment, excusez-moi cette anecdote. Ça passe. Mais j'ai toujours été aidé par des gens qui parfois venaient du ciel, j'appelle ça comme ça. Vous savez, quand j'arrive au concours de l'ENAM, je n'ai jamais voulu aller à l'ENAM. Parce que moi j'étais à lyrique et mes camarades me disaient toujours, gars, tu as une âme de commandeur. Il faut aller à l'ENAM, laisse tes histoires de diplomatie, là-bas. J'ai fait le premier concours, j'ai échoué en 2008. J'ai dit, vous voyez alors, moi vraiment, j'ai fini mon mémoire lyrique, vraiment, je ne vais pas faire autre chose. Il me dit, pas encore, je pars en 2009. J'ai réussi au concours, je suis en stage pendant que je suis à l'ESTIC, parce qu'après lyrique, je vais à l'ESTIC, je suis en stage à l'ESTIC et je vais avec la dame qui nous pilotait en stage chez le recteur Fomete, qui était recteur à Tchang. Pour retour de mission, donc, on s'arrête au marché Bafoussam, on ouvre la radio, on dit les admissibilités du concours de l'ENAM, mon nom est lu. On dit les euros c'est dans 2 jours. Bon, on est sur la route de Yaoundé, je m'ai appris qu'il n'y a pas d'accident sur la route de Bafoussam. On arrive à Yaoundé. Et j'arrive à l'oral, quand j'arrive à l'oral, c'est bizarre. Je trouve des gens assis, j'entre, je salue, et puis une seule personne a pris la parole. Il me dit, présentez-vous, comment vous vous appelez? Je donne mon nom, ainsi de suite. Il dit, bon, vous êtes de quel arrondissement, machin? Il me dit, je suis de Yaoundé 3e. Voilà, ah, vous êtes de Mbogatemang. Je dis, oh, bon, vraiment, j'ai travaillé sous-préfet de Mboga. Je regarde encore bien, je me rends compte que c'est le préfet d'Imfundi, qui était président du jury. Alors il me dit, bon, vous êtes une autorité administrative, et bien, vous parlez à vos populations, faites-leur un discours en français et en anglais. Mon anglais n'était pas encore très bon du tout. Ah, ça, je peux vous assurer. J'avais peut-être la chance des relations internationales où je flirtais un peu avec l'anglais. Je fais le discours et puis à la fin, vous savez, on dit toujours long live to Cameroun. Donc je sais donc plus comment on dit vive le Cameroun en anglais. Je commence à rêver, me dit long live. Je dis long live to Cameroun. Et on a souri, me dit monsieur, vous pouvez partir. Voilà ma première relation avec Betty Assomo. Coup du sort, quand je vais en stage à l'ENAM, je ne connaissais pas le Septentrion. Vraiment, on cherchait à aller quelque part ici à Yaoundé parce qu'on n'avait pas les moyens pour aller loin. Le chef de service de stage me dit, mon ami, vraiment, on était 3. Il y a un qui est délégué régional à la fonction publique d'ailleurs, et puis l'autre qui est sous-préfet au Bitoumou. On nous flanque à l'extrême nord. Qui est gouverneur là-bas? C'est encore Betty Assomo. Voilà comment j'ai travaillé. Ce monsieur, j'ai porté les chaises. C'est-à-dire, il nous disait toujours, pour donner des instructions et des ordres aux gens pour faire ce que vous voulez, il faut que vous-même vous sachiez faire ce que vous leur demandez de faire. C'est ce que j'ai appris. C'est pour ça que, même dans l'administration, j'ai toujours eu cette particularité-là, c'est-à-dire de servir et de toujours ménager les collaborateurs. C'est important. Vous voyez par exemple comment ils dirigent. Moi, je n'ai rien contre cela. Et puis les gens ne peuvent pas dire que dans cette république, il n'y a plus de gens qui apprennent le travail aux gens. Donc, je voudrais peut-être m'arrêter d'abord là et pour que les autres prennent la parole, mais pour qu'on comprenne qu'il y a des cabales qui n'en valent pas la peine. Le pays doit avancer. Tout le monde ne peut pas tremper toujours quelque part pour penser que tout le monde doit aller en prison et personne ne mérite. Alors, merci. Je voulais enfoncer le couteau un peu plus loin. Moi, vous allez le faire tout à l'heure. Je ne vais pas faire l'apologie de M. Betty. Vous allez le faire tout à l'heure. D'accord. Parce que depuis là, on n'a pas lu les messages des téléspectateurs. Bonjour, M. Fangono. De qui se moque-t-on? Je suis d'accord avec M. Kak, c'est juste pour donner du grain à moudre aux députés. On n'arrive pas à préserver les vies humaines, c'est celle des gorilles qui devient importante. La question est posée avec tous les vrais sujets vitaux du Cameroun. On part s'asseoir au palais des congrès pour parler des gorilles. Steve Nkane nous écrit depuis Bolova. Bonjour à vous, très cher Steve. Bonjour à vous sur le plateau. Merci. Mais une autre question me tourmente. Qui est vrai et qui est faux dans une société où il n'y a pas de justice sociale? Peut-on parler de la vérité? Si oui, quelle forme de vérité? Elle ne sera jamais universelle. Peut-être elle sera identique à cette société au Cameroun. Les choses ne font pas leur chemin. Il est difficile pour nous d'avoir la culture de la gratuité et de la gratitude aussi. Si nous voulons un véritable changement, agissons raisonnablement sans rien attendre. La prochaine génération nous sera reconnaissante tout simplement. Ce message est envoyé par Grand Moumi, c'est son nom là-bas.
Merci à vous, grand Momi. Alors, la suite des réactions ce matin, on a ce message. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Mbongo. Moi, je lis. C'est Mbongo qui en veut au ministre Betty Assomo. Monsieur Fangono, je voudrais exprimer toute mon admiration pour Info TV. Qui n'est pas comme une autre chaîne de télévision que je ne vais pas citer. Voilà, je m'en passe de tout ce qu'il va dire là, parce que là, vous pouvez imaginer. Voilà, la suite c'est quoi? Monsieur Mvin, je félicite Monsieur Mvin de ne pas être comme les autres. Il est discret, modeste et se soucie de la coopération, rien à voir avec l'autre. C'est Fly qui nous écrit depuis Mvok Betty. Il faut être... comme ça, un Fly. Vous avez certainement su pourquoi j'ai survolé certains moments, certaines phrases de votre message, parce que je m'abstiens aussi de blesser la sensibilité de ceux qui nous regardent comme vous. Donc ça aussi, il y va de mon devoir. Bonjour le plateau, ce qui intéresse le peuple, c'est d'avoir des meilleures conditions de vie et non la cabale d'un membre du gouvernement. C'est Simon Dayala qui nous écrit. Là, c'est son point de vue. Bonjour à vous, Simon. Bonjour à toute l'équipe, tout le panel. Bonne analyse de Bertrand Bessala. C'est juste pour apporter une petite précision. Betty Assomo reste à la miniature en Como et la route est bel et bien à la fin des travaux. Longue vie à votre émission. Merci pour l'information. Voilà, bonjour à vous, Monsieur Bilois, vous n'avez pas les informations sur Betty Assomo. Malheureusement, notre ami n'a pas signé son message. Bonjour Info TV, le ministre Betty Assomo est un voisin de ma tante. Ce monsieur n'a même pas encore construit une maison de 5 millions, que ce soit à Ayos ou dans son village. Freddy nous écrit ce matin. Merci à vous, Freddy. Bonjour à tout le plateau, bonne émission et bonne analyse de Valère et Trambessala, juste pour apporter, là c'est un message lu. Alors, enfoncez votre clou, Willy Kaka. Oui, non, écoutez, vous savez que pour que l'on comprenne assez la cabale dont M. Betty Assomo est victime aujourd'hui, vous savez que M. le chef de l'État a un problème avec la confiance qu'il voudrait avoir en ses collaborateurs. Or, il se passe que M. Biya sait que le gouvernement qu'il va mettre en place dans les prochains jours est capital. Il est fonction de sa fin de mandat. C'est-à-dire que M. Biya veut avoir une sortie honorable. Et il se passe malheureusement qu'aujourd'hui, il a besoin autour de lui d'avoir un collaborateur qui soit en dehors de certains combats. Parce que il a un de ses collaborateurs aujourd'hui qui est au centre d'un combat entre deux ethnies qui sont intimement liées au chef de l'État, l'ethnie à laquelle il appartient lui-même et l'ethnie à laquelle appartient son épouse. Je voudrais faire fi de ce combat-là, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Or, ce dont le chef de l'État a besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui ne sera pas tenu par les réseaux, qui appartiennent soit à une ethnie, la sienne, soit à l'autre ethnie, celle de son épouse. Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui va diligenter sa volonté sans être manipulé ou sans avoir des considérations ethniques ou tribales. Or, il se trouve dans ce qui s'est dit aujourd'hui que M. Betty Assomo est justement celui-là, qui même au niveau de la fratrie n'a pas des parrainages puissants comme ceux de ses plus proches collaborateurs. Donc, il sait qu'en ayant à côté de lui M. Betty Assomo, il n'a pas à subir la pression du parrain trop puissant de M. Joseph Betty Assomo de la fratrie, qui va lui mettre la pression tout le temps pour lui dire que, écoute, tu vois, mon frère là, mon fiole, il faut que tu fasses X, tu fasses Y, ce qui va déteindre donc sur les ordres ou sur les missions régaliennes de M. Joseph Betty Assomo à ce poste de responsabilité. Quand j'ai dit cela, vous comprenez immédiatement le pourquoi de la cabale contre M. Betty Assomo. Patrice Bilois ici. Oui, je voudrais dire une chose. Il y a des gens qui prennent des décisions qui n'ont aucun fondement. Comme Bertrand Bessala tout à l'heure, je vais vous dire, M. Betty Assomo est vivant. Demandez-lui si M. Bilois ici ne lui a pas dit quelques mois avant qu'il allait être nommé. Vous n'avez pas d'informations. Nous ne venons pas ici déballer un certain nombre de choses. J'ai des réserves que
les autres ne peuvent pas avoir. D'abord du fait de mon âge et du fait du travail que j'ai fait dans cette République. Je me dois d'en tenir compte. Donc, lorsque nous sommes sur un plateau comme celui-ci, nous disons ce qui peut édifier les Camerounais. Et c'est ce que nous faisons ici. On ne vient pas étaler tous les secrets de la République ou bien venir faire des démonstrations, des discours académiques. Non. Je dis, Betty Assomo est un grand. Parce qu'on a fait tout à l'heure référence au truc de Gbagbo. On a vu quelle était sa posture. Et aujourd'hui, on sait qu'il tient véritablement l'armée. C'est-à-dire qu'il est en osmose avec l'armée. C'est parce qu'il travaille bien. Et il y a d'autres qui ont occupé ce poste et qui ont commis des bêtises sur lesquelles je ne reviens pas. Mais nous devons de dire... Chez qui on a même trouvé des caches d'armes. Oui. Moi, je me dois de dire que c'est blanc quand c'est blanc. Quand c'est noir, Bilo a ici dit que c'est noir. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce que le ministre Betty Assomo a fait et qu'il continue de faire, nous devons informer. Nous avons parlé des domiciles. Quelqu'un nous a écrit pour dire que la route est en finition. Donc, ça veut dire que cette route n'avait pas été faite. Donc, elle vient d'être faite. Et il est ministre depuis combien de temps? Donc, il faut dire une chose. Nous ne pouvons construire notre pays, le Cameroun, qu'en disant la vérité. Et parfois, la vérité blesse. Mais cette vérité est essentielle pour que le pays aille de l'avant. Et c'est ce que nous faisons ici. Je dis, qu'on le veuille ou non, M. Betty Assomo est un grand monsieur. Bonjour, Monsieur Fangono. Je suis vraiment à chaque fois impressionné par l'humilité de Valère Bertrand Bessala. Et s'il vous plaît, j'ai besoin de son numéro pour intégrer son parti. Je suis convaincu par sa manière de commencer mes pas politiques ENAM depuis l'UCAC. Merci déjà, c'est retenu et merci pour la participation. Jean-Bruno, bonjour, merci. Bonjour également à tes invités. Concernant le ministre Betty Assomo, son véritable problème, c'est son propre frère. Son propre frère qui l'avait précédé au gouvernement et qui fait tout pour revenir aux affaires, nous dit Alain Boutou ce matin. La suite des réactions avec nos différents téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Bessala, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Betty Assomo n'était pas à Marois juste avant la défense. Il était gouverneur au littoral quand on le ramène à la défense. Ça, il faudrait le rectifier. Et pas de Marois pour le littoral. Alain Bella. Et pas de Marois pour le littoral. Et pas de l'extrême nord pour le littoral. Bonjour le plateau. On ne peut plus avoir des maisons au Cameroun. Si Monsieur Betty Assomo a travaillé plus de 30 ans comme administrateur civil, il peut se permettre d'avoir des maisons. Alors ce sujet ne nous apporte rien. Éléonore depuis le Bénin, ça c'est votre avis également. Éléonore, c'est parce que vous n'avez pas vu les maisons qu'on lui attribue. Bonjour le plateau, j'interpelle les anciennes élites d'Union et Mfumu de laisser M. Betty Assomo tranquille, sa mort ne vient pas de loin, ce sont ses propres frères qui sont derrière lui. Bonne journée, c'est Ndomba et toi qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Valère Bertrand Bessala, nous sommes en train de conclure sur le sujet concernant le ministre. Non, on peut dire que c'est un sujet même intéressant parce qu'en fait, moi je pense que tel que vous avez formulé le sujet, Betty Assomo n'est pas le seul qui fait l'objet de la cabale. Voilà. Il faut que, par exemple, il faut si Léonard pouvait le comprendre. Non, c'est pour ça que je voudrais seulement que, comme vous avez dit que nous sommes en train de conclure, on devrait même étendre, même après la publicité et la revue de presse, le cas Betty Assomo cache aussi d'autres ministres. Non, je dis il cache d'autres ministres aussi qui travaillent parce que les gens peuvent avoir l'impression que nous voulons seulement montrer qu'il est le seul travailleur. Non. Il y a le ministre de l'Éducation de base qui est là. Il y a le ministre de la Fonction publique. Qui font aussi l'objet des attaques terribles. Monsieur Montazem a fait encore l'objet d'attaques chez lui, dans son village, dans le parler. Donc moi, c'est pour ça que moi je pense que même après merci la de citer le meilleur ministre pour moi. Bien sûr, bien, pour ça moi je pense que même après la revue de la presse, on devrait revenir même quelques 10 minutes encore sur ce sujet. Je vous l'accorde. Voilà, et considérer que Betty en fait n'est que l'élément que nous utilisons pour montrer que le temps des couteaux a commencé. La nuit des longs couteaux. La nuit, merci.
merci beaucoup, c'est la formule, des longs couteaux à commencer. Et Betty, en fait, n'est que l'auparavant, lui, Motazé, c'était hier ou avant-hier, et il y a le ministre de l'Éducation de base aussi, sur lequel on tire déjà, ainsi de suite. Donc, je voulais simplement dire que le cas Betty, à ce moment, pour ceux qui pensent qu'en fait, l'argent, j'ai vu même la maison, là, il ne vaut rien du tout. Moi, je suis désolé. Quand j'ai vu les images de la maison, j'ai dit vraiment, si c'est ce tas de béton qu'on peut reprocher à un ministre pour dire que voilà, il est voleur, il est ceci, il est cela, je suis désolé. Là où les autres font les autres. Moi, je suis désolé. Est-ce que les gens sont arrivés à Nyom là-bas? Chez votre voisin? Chez le SGPL, là où il a acheté tout un village, même où les étonnes ont dit vraiment, ça va là, tu ne peux pas venir acheter tout un village, c'est bon là. Vous avez vu ce que il est entré en guerre avec vous êtes encore allé même dans la Meufou et à Famba là-bas. Il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'à vil prix, il y a des gens dans un pays qui ont vous dit là 195 titres fonciers, rien que dans la ville de Yaoundé, je ne compte pas la ville de Douala. Donc, je ne voudrais pas que, quand j'ai vu la maison, j'ai dit, ok, quand on voit une maison comme ça, même si quelqu'un, tu as été même sous-préfet, il est là depuis... Valère Bertrand. Oui. Malheureusement, je fais partie des victimes aujourd'hui où on est venu tromper mes parents, enfin mes grands-parents, avec 50 000 francs par hectare. Voilà, 50 000. Et vous retrouvez des héritiers. Je ne voulais pas le dire, mais vous avez compris. Et il a à lui seul pratiquement 225 hectares. 1000 hectares. Non, il n'a rien. Si on vous dit l'ancien directeur du budget, si on vous dit l'ancien directeur du budget dans la forêt de Nanga, dans le BAM là-bas, l'ancien, il a près de 2000 hectares. C'est-à-dire que ce monsieur, on dit même que le cacao qu'il a planté là-bas, il y a des enfants qui viennent souvent l'aider à concasser là. Ils volent même, ils entrent dans les brousses des sentiers, ils ne savent même pas comment contrôler la production. Vous avez vu ce qu'il a construit ici en colonne d'homme là-bas en haut, l'ancien directeur du budget, Samba, qu'on appelle Samba. Moi je l'appelle parce que c'est connu, ça a même fait l'objet des choux gras dans la presse, ainsi de suite. Donc ce n'est pas, je ne le vilipende pas. Non mais attendez, quelqu'un construit des coques, il met des coques et des moutons, il met les plaques dorées sur. Attendez, quand j'ai vu la maison qu'on présente, je dis vraiment, si c'est même ce ministre de la Défense, moi, et comme le président de la République doit me le dégager pour ce genre de maison, je ne peux pas te nommer ministre de la Défense et c'est ce genre de maison que tu peux construire. Non, il faut qu'on soit sérieux. Je voudrais simplement que l'on comprenne que dans cette République, nous savons d'où vient la cabale. Parce que je l'avais annoncé ici, je pense que M. Kak était même de ceux qui disaient que non, là tu exagères, là tu exagères. Mais je crois qu'avec cet élément, je disais qu'après Ngarbou, vous me direz. Parce qu'en fait, on sait qui sera ministre de la Défense et on sait qui ira ministre SGPR. Je sors par là en disant, par là où M. Kak est sorti, en disant que le président a justement besoin de quelqu'un de tempéré. De quelqu'un qui est coupé de toutes les cabales et de tous les réseaux. Parce qu'en fait, nous sommes dans une atmosphère de fin de mandat. Il n'a plus besoin de turbulence. Il a eu un moment, vous avez vu, le président a dirigé le Cameroun jusqu'à presque l'an 2004 avec des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui ont de la poigne, c'est-à-dire qui mettent vraiment de l'énergie. En 2004 jusqu'à maintenant, il a mis au diapason les diplomates. Regardez bien, qui était SGPR avant, qui est SGPR aujourd'hui, au MINREX, au ministère de la Justice. Regardez, il a mis les diplomates, c'est-à-dire qu'il a voulu tempérer le pouvoir afin peut-être de voir certaines choses en fond. Maintenant qu'il a en fin de mandat, il va remonter en température avec des gens qui boxent. Regardez, il a pris c'est un administrateur civil qui est secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est-à-dire un ancien gouverneur, un ancien gouverneur, un ministre de la Défense. Il veut des gens qui savent, qui tiennent aux renseignements. Plusieurs gouverneurs dans on annonce plusieurs gouverneurs dans le gouvernement. Ouais. Ça veut dire qu'il veut en fait des gens qui savent mettre une main de fer dans un gant de velours. C'est ça la véritable problématique. Ça veut dire que ça va boxer les 3 prochaines années. Les 3 prochaines années seront difficiles pour les gens qui pensent que le Cameroun doit vriller extrêmement à gauche pour leurs propres intérêts. Je sors peut-être par là et peut-être revenir pour la médiocre. Merci à vous, Valère Bertrand Bessala, mesdames et messieurs. Il est justement 11h à Indama parce que de ce côté, on doit suivre ce que disent les unes de ce matin. Et ça, c'est juste après la publicité. Bon. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.
Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin. Et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Aion, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, et plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là-dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également
les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Merci, bon retour sur le plateau du débat, chers téléspectateurs. La suite pour la thématique amorcée, c'est tout à l'heure quand nous allons parler de la cabale engagée contre le ministre de la Défense, ministre en charge de la Défense au Cameroun, Joseph Betty Assomo. Ça sera pour quelques 10 minutes de conclusion avec le patriarche Villois ici, Ulikak et Valère Bertrand Bessal à l'occasion. Mais d'abord, réservé en ce moment de vous passer ce que nous traduisent les tabloïds de ce matin et nous commençons par Info Matin. Info Matin, justement, manipulation. Les vrais faux biens mal acquis de Betty Assomo. La loyauté de l'homme doublée de son engagement au chef de l'État gêne tellement que ses détracteurs sont déterminés à lui nuire en continu. Et par tous les moyens, question de le déstabiliser, de prétendues acquisitions immobilières à lui attribuer font le buzz sur les réseaux sociaux. La page 3 vous en dira davantage. Et vous avez justement ces immeubles qui sont devant vous à travers cette plaque d'Info Matin du jour. Après Info Matin, prenons Cameroun Tribune. Lutte contre le coronavirus, l'ONU salue la stratégie camerounaise. Arrivée en fin de séjour, Madame Allegra Biaochi, coordonnateur résident du système des Nations Unies, s'est félicitée de la stratégie de lutte décentralisée décidée par le président de la République au cours d'une audience hier avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. La suite, c'est avec le journal Le Jour Communication, Paul Biya, présent malgré son absence. Son effigie trône en maître des séants dans les institutions, les ministères, bureaux de particuliers, entreprises et lors des grandes cérémonies nationales voire privées. Le chef n'est jamais loin. C'est ce que nous dit Le Jour aujourd'hui. Pour la suite, le quotidien Émergence Nozo, l'ONU exige de Paul Biya un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des prix Nobel de la paix et d'éminentes personnalités accentue la pression sur le Cameroun. La suite, c'est avec Kalara cette fois-ci. On parle Conseil supérieur de la magistrature, Kavaï Guidril et Daniel Mekobesone trompe Paul Biya. Le président de la Cour suprême et celui de l'Assemblée nationale ont volontairement violé la loi dans le processus de désignation des membres représentant leurs institutions respectives auprès du chef de l'État. Des magistrats et des députés dénoncent la mascarade. Kalara a enquêté. Allez vérifier. La suite, c'est Réalité Plus. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique quitte le Cameroun. Merci Seigneur, dit Réalité Plus. Pour la suite, c'est Mutation. Élève tué au poignard des Dogat, pardon. Un an après, et vous vous rappelez encore de cette scène, qu'est-ce qui a changé au lycée bilingue depuis le meurtre de Blériot Tchanou par son camarade? Allez vérifier dans les colonnes de mutation de ce jour. Pour repère, nous parlons des émoluments et frais de justice. Laurent Esso diligente une mission de contrôle. Après repère, nous avons le messager pour ce journal. Succession Victor Focho, Laure Dutap et Damien Focho prennent le pouvoir, respectivement administratrice principale des biens et successeurs. Les deux ont été désignés au terme d'un conseil de famille au cours duquel le contenu du testament du milliardaire a été dévoilé. La page 4 contient l'intégralité de cette information. L'économie maintenant pour la suite. On parle de l'accès au financement. Le calvaire des PME agricoles. La suite, c'est avec Singan, sinistre de l'hôtel de ville de Monatélé. L'élite de la Léquier s'engage dans la reconstruction, nous dit Singan. L'œil du Sahel, pour sa part, nous amène à l'extrême nord. Les fonctionnaires désertent les bureaux. Après ce journal, c'est le quotidien qui arrive pour nous parler de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Les préparatifs s'intensifient. On laisse ce journal pour prendre Business, Cameroun Business, filière avicole.
pétrole, le marché bat de l'aile. La suite, c'est Expression économique de Bertrand Eba qui va naturellement refermer cette page consacrée à la revue de la presse. Post-Covid-19, les scénarios de la relance. C'était tout pour la revue de presse. Maintenant, quelques réactions de nos téléspectateurs avant la suite des réactions justement aussi de nos panélistes sur le plateau. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté? Allons rapidement. Bonjour le plateau. Le secret du pouvoir, c'est de savoir que les autres sont plus craintifs, que soit ce sont les stratégies des autres pour le vilipender, dit Sa Majesté à Tangana ce matin. Bonjour à vous. Laissez le ministre travailler tranquillement. Ce n'est pas lui qu'on cherche, c'est le président de la République du Cameroun que l'on cherche chaque fois qu'un homme comme lui travaille bien. On veut le noircir, disent-eux. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Le ministre Betty Assomo est un homme qui dort au front. Il mérite ce poste. Merci. Bonjour à vous. Une question à M. Bessala. Selon vous, qui doit être SGPR, PM, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale? Merci, c'est Fly de Vogue Betty. Apparemment, vous avez le secret de tout dit. Valérie Bertrand Bessala. Batia Chimila ici. Oui, je voulais réagir par rapport à ce journal qui relaie qu'une organisation demande le cessez-le-feu. Donc, probablement dans le Nozo. Mais il faut qu'on arrête ce genre de choses. Un État n'a jamais déposé les armes face à des sécessionnistes. Je dis, vous pouvez faire le tour du monde. Aucun État ne peut accepter qu'on lui impose un cessez-le-feu alors qu'en face, les gens n'ont pas déposé. Et ils n'ont même pas l'intention de déposer les armes. Donc, je voudrais dire à ceux qui s'intéressent au sort du Cameroun d'être un peu plus sérieux. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, demander, par exemple, comme on dit, démilitariser le Nozo. C'est pas possible. L'armée, c'est pour cela que l'armée existe. C'est pour cela que les forces de maintien de l'ordre existent. On ne peut pas, lorsque les gens ont décidé de prendre des armes pour tuer leurs concitoyens, demander à l'État un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, non. Ok, conclusion maintenant sur l'affaire Joseph Betty Assomo pour ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui tirent les ficelles et même ceux qui sont en pleine action pour noircir l'homme d'Ayos. Oui, mais je l'ai dit au départ, il ne faut pas aller chercher loin. Et certains téléspectateurs l'ont dit, si vous allez au fond du problème, vous allez vous rendre compte que tout cela vient autour de lui. Et tout cela vient de ceux qui voudraient qu'il ne soit plus là, espérant que un de ceux qui le veulent remplace M. Betty Assomo. Mais seulement, malheureusement, c'est le président de la République qui décide. Ce ne sont pas les gens qui, cagoulés dans le quartier, mijotent des choses pas catholiques. Donc, pour moi, qu'on laisse ce monsieur travailler tranquillement. Il avait conclu, non, Valère? Non, Valère conclut. Mais c'est lui qui avait la parole avant. Oui, et c'est justement lui qui prend la parole. Et très rapidement, Valère, en quelques mots pour conclure. Justement. Oui, mais apparemment, quand vous concluez. Oui, moi, je dois conclure. Non, c'est une entente. Oui, je dois conclure. Entre vous, alors, entendez-vous. Non, c'est une entente entre vous et lui. Non. Je préfère commencer par Valère. Voilà, donc j'ai compris entre vous et lui. Donc, non, je crois qu'il est de bonne loi quand on est dans des combats politiques qu'on puisse avoir ce genre de réaction. Vous savez, la médiocrité se pavane dans nos rues et dans nos gouvernements et dans nos bureaux, les bureaux de l'État de nos jours. Donc c'est comme cela, on est dans un pays où les médiocres narguent les plus méritants et dirigent le pays. C'est comme cela que ça fonctionne. Donc pour peu qu'on vous mette quelque part et que vous vouliez faire quelque chose, vous allez comprendre que vous allez avoir à dos tous les médiocres qui sont arrivés peut-être à leur poste par des bakchiches, par des corruptions, par des népotismes, ainsi de suite. Donc on n'a même pas besoin d'épiloguer davantage dans ce sens-là. Je crois simplement que l'affaire du ministre Betty Assomo et que beaucoup aussi dans le gouvernail, je crois qu'un téléspectateur a compris le sujet aussi dans mon sens, dans mon modeste sens, a dit, ce monsieur, je pose toujours la question,
peut-être là, j'ai rien contre M. Mbongo. Je dirais d'abord à l'autre même qui disait que c'est Mbongo qui est de la cabale. Moi, je lui dirais que il faut le laisser tranquille, vraiment. M. Mbongo a ses problèmes comme cela, là, vraiment, il faut le laisser là où il est. Donc, nous avons milité d'ailleurs ici, sans rancune, que son épouse soit libérée. Et je crois qu'on nous a entendus. Ouais. Donc, vraiment, je crois qu'il faut le laisser là où il est. Mais je dis quand même que voilà un administrateur civil qui a remplacé un administrateur civil, mais ils avaient des tempéraments différents. C'est-à-dire que si peut-être on avait été dans le nord-ouest, sud-ouest, le conflit, et que Mbongo était encore peut-être aux affaires, je crois peut-être que le traitement aurait été différent. Parce qu'ils ont d'abord un tempérament différent et le président avait parfaitement compris cela. Il a fait tomber. Le nouveau déclenche, il y a encore aux affaires. Oui, en 2015. Oui, M. Mbongo encore là. Mbongo encore là. Donc, ils ont des tempéraments différents. M. Mbongo, c'est quelqu'un de vraiment qui... c'est un va-t-en-guerre. Parmi les administrateurs civils, c'est des gens qui vraiment... qui sont toujours très fermes sur leur position, très tranchés, vraiment ainsi de suite. Et par contre, M. Betty est davantage tempéré, un peu plus discret. Et c'est des choses comme ça qui ont aussi milité parfois à s'imbriquer dans la nouvelle politique du président de la République qui ne voulait pas en fait de vagues dans le règlement de ce conflit-là et qui a mis justement un homme comme celui-là. Donc, Mbongo était l'homme de la situation jusqu'en 2015 au MINDEF. Le patron a pensé qu'il fallait un autre type de tempérament et il l'a amené à ce niveau-là. Mais ça est énormément... ça n'a pas arrangé les choses de beaucoup dans le sérail parce que beaucoup auraient voulu que le nord-ouest et le sud-ouest s'embrasent, que vraiment l'État aille avec brutalité et que l'ONU commence à vraiment à faire parce que c'était ça le piège du nord-ouest et le sud-ouest. Tout aurait voulu qu'on prenne des hélicoptères, on prenne des avions de chasse, on envoie des gars sur le terrain, ils ratissent, on en finisse une fois. Il y avait des gens qui disaient non, on met les bons de ce côté, on met les mauvais de l'autre et puis on écrase et puis ainsi de suite. C'était ça le gros piège. Et vous allez remarquer que dans les premiers temps de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est l'option qui avait été prise. Jusqu'au moment où on a tempéré et pratiquement les ordres n'arrivaient plus de Yaoundé pour des interventions groupées et systématiques dans ces brousses-là. Et on a même cru à un moment que l'État était devenu faible. Suivez mon regard, nos élites du nord-ouest sud-est disent Biya incapable, ils n'arrivent pas à contenir une petite affaire comme ça, les enfants font ceci. Je crois que c'était très important d'avoir quelqu'un à ce niveau-là. Or, des forces tapis dans l'ombre dans ce pays voulaient que, comme le Boko Haram a échoué, parce que Betty aussi avait travaillé dans le Boko Haram toute la période de 2011 jusqu'en 2012. Dans les débuts même de Boko Haram, il avait travaillé dessus et il y avait des grandes sous-sécuritaires qui disaient en fait qui était derrière Boko Haram, même les membres du gouvernement dans ce pays. Ils ne croient pas trahir un secret et tout le monde le sait très bien. Donc ils auraient voulu que ça s'embrase et que le pays prenne feu. Ça n'a pas fait, ça n'est pas arrivé de ce côté. Et le même monsieur se retrouve encore ministre de la Défense au moment où on veut que le nord-ouest et le sud-ouest s'embrasent et ça a étouffé. Voilà les grandes rancunes quand même que je crois que beaucoup d'apparatistes dans le système qui ont voulu mettre à mal le régime et à mal le pays ont rencontré avec un Betty Assomo en fait, dont ils n'ont pas pu retrouver des souches dans le système pour les entrecouper ou pour apporter des influences suffisantes pour pouvoir l'amener dans un sens plutôt que dans l'autre que voulait le président de la République. Donc je sors par là en disant que on a Betty Assomo, tu as le ministre Louis-Paul Motazé, tu as le ministre Laurent Serge Toundiengwa au ministère de l'Éducation de base, tu as Joseph Lé. Je finis par Joseph Lé parce que sortant même Betty Assomo, on va croire que vraiment c'est la star d'Info TV, c'est pas le cas. Mais Joseph Lé, est-ce que vous savez que ce monsieur, chaque fois que je fais la vue de la route de l'Est, il a sa petite résidence là à Bagofit. Ça n'a jamais changé. Depuis qu'il est ministre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il attend pour faire comme les autres? Quand tu deviens ministre, tu commences à construire les châteaux. Il n'a jamais changé. Bagofit, c'est au bord de la route. Au bord de la route. Parfois, même quand certains dirigeants ou certains directeurs généraux veulent lui faire plaisir, ils partent organiser des conférences là-bas ou des séminaires parce que ça peut aussi aider peut-être à payer le petit personnel local. Voilà des gens. Mais vous allez toujours voir des gens en train de chercher le petit pour quelque part. Ce monsieur ne s'est jamais vanté, par exemple, d'être du sérail ou d'être de ceci ou d'être... Donc, c'est ça le pays aujourd'hui. Il y en a. Ils ne sont pas tous mauvais. Moi, je suis contre ce régime quand ça va mal. Je suis pour lui quand ça va bien. Je peux dire quand un membre du gouvernement, je vois que c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Oui. On dit tous les jours ici, le ministre de la Santé se bat, il se bat, même comme lui aussi, il a des dérapages, mais il n'est pas mauvais en soi. Mais vous voyez ce que d'autres font autour de lui dans le cas du Covid-19. Nous dénonçons quand c'est bon.
nous disons quand c'est pas bon, nous disons aussi que c'est pas bon et nous apportons des arguments. C'est ce qui fait la différence entre cette chaîne de télévision et toutes les autres qui sont soit trop à gauche, soit trop à droite. Parce que nous voulons toujours rester au milieu et servir toujours l'information. Merci Valère Bertrand Bessala. On a pensé conclure dans ce sens parce que d'aucuns allaient penser justement que c'était l'affaire exclusivement Betty Assomo qui était à l'ordre du jour pendant que d'autres membres du gouvernement sont aussi accablés par des réseaux tapis dans Londres mais qui noircissent au passage les images de ces différents membres du gouvernement. Le cas de Louis-Paul Motazé aujourd'hui, cité comme quelqu'un qui devrait être très dangereux auprès du président de la République. Et ça, c'est un journal, c'est une presse écrite ou alors un journal écrit qui l'a dit. Paysan Info, je suis obligé de le citer. Pourtant, le ministre des Finances, tout le monde sait ce que ce monsieur a bas comme travail pour le Cameroun. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, le cas Betty Assomo, UDK conclut. Oui, non, effectivement. Vous savez, moi, je voudrais répondre à ceux-là qui s'insurgent contre le fait que nous fassions toute une heure sur la personne de M. Betty Assomo. Non, vous savez, moi, dans ma culture, je ne parle que des bons élèves. Je ne parle que des méritants. Je ne cite pas les médiocres. Je ne m'étalerai pas autant de temps sur une personne que je jugerais médiocre. Et pour revenir à ce que disait un téléspectateur qui disait que c'est le frère de M. Betty Assomo qui est parti du gouvernement qui lui en veut. Je lui dis non. Vous savez pourquoi? Valère vous a expliqué ce qui a amené ce frère de M. Betty Assomo, dont je préfère taire le nom, au gouvernement. C'est son parrainage. Mais aujourd'hui, il ne représente plus aucun intérêt pour son parrainage parce que ceux qui lui servaient de parrain sont ceux justement qui instiguent toutes ces cabales contre M. Betty Assomo. Vous savez, M. Betty Assomo a la particularité d'être Akonolinga. Vous savez ce que ça veut dire les Akonolinga pour M. le Président de la République? Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Or, aujourd'hui, il se dit dans les couloirs que les Akonolinga voudraient aussi commencer à se positionner parce qu'ils ont senti le départ imminent du chef de l'État, qui lui déjà ne voudrait plus rester dans ce, dans ce qui passait pour être une sorte de succession tribale, c'est-à-dire que parce que il est Boulou, automatiquement il va falloir que ce soit un Boulou qui lui succède, ou alors pour faire plaisir à sa belle famille, que ce soit un Nangaï Boko. Et donc maintenant il va falloir trouver quelqu'un de neutre. Mais il va falloir trouver quelqu'un de neutre. Donc je voulais dire à ce téléspectateur qu'il oublie le côté là. Si le monsieur vous a fait croire au village qu'il va faire tomber M. Betty Assomo, il ne pèse même pas un clou. Il ne pèse pas un clou. Les adversaires de M. Betty Assomo, on sait où ils sont. Ils ne viennent pas de Nyon et Foumou. Parce que ceux qui sont au Nyon et Foumou là, qui font le bruit là dans les chapalodromes, ils ne pèsent pas un clou. Merci Valère Bertrand Bessala, Patrice Gloire ici et Willy Kak. Bonjour le plateau. Si c'est le prix Nobel de l'univers, si ces prix Nobel de l'univers aiment tant le Cameroun, qu'ils demandent à leurs amis de Londres, Paris, Berlin et Washington de nous livrer ceux-là qui financent et encouragent les tueries dans le Nozo. Si le Cameroun abritait des terroristes qui tiennent des Américains, qui feraient l'État américain? La question reste posée. On a vu la réponse avec l'élimination de Ben Laden au Pakistan en violation totale de l'intégrité de ce pays. Tony nous écrit depuis Soie. Mais voilà la Libye aujourd'hui. Les Libyens souffrent. Bonjour le plateau. C'est un message déjà lu, je m'en excuse d'ailleurs. Bonjour. Betty Assomo, laissez-le tranquille. Je le connais personnellement. Il ira plus loin, même après Paul Biya. Jean-Marie, depuis Emana, nous a envoyé ce message. Bonjour le plateau. Je voudrais avoir l'adresse de mon cadet et Namarque, M. Bessala, avec qui je souhaiterais échanger. Voilà, ok, c'est un message qui est arrivé, je l'ai lu aussi. Alors, la suite des réactions. Bonjour, je confirme la qualité managériale du ministre Betty Assomo. Je persiste à avoir moi aussi le numéro de Bessala pour adhérer à son parti. C'est Obama qui en a besoin. Bravo, c'est le nouveau militant. Ok, la suite.
Non, laissez-moi lire les messages. Bonjour. Je vais lui demander de passer voir le commercial. Bonjour, bravo Monsieur Fangono, vous êtes un pro. Vous avez bien fait de ne pas lire mon message intégralement, mais je sais que beaucoup sont d'accord avec moi. Concernant le ministre de la Défense, il travaille bien, on l'a connu sous-préfet à Yaoundé 6 et il était correct. C'est Fly de Vogue Betty qui nous écrit. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour ce que vous faites et merci à tous les invités pour leur pertinente analyse. Je voudrais tirer un coup de chapeau tout en vous remerciant pour ce que vous faites dans l'éclairage et l'édification de l'opinion nationale et même internationale. Certains Camerounais nous font croire que tous les ministres ou membres du gouvernement sont des détourneurs de fonds. C'est vraiment triste de voir cette lutte de classe et de leadership de certains membres du gouvernement qui sabotent leurs confrères ou collègues afin de se maintenir à leur poste. Merci, c'est Rama qui nous écrit depuis Antananarivo. La suite de son message, en plus, quand on voit ces membres du gouvernement paresseux, saboter ceux qui sont compétents, c'est déplorable. La suite des réactions, bonjour à tout le plateau. Vous êtes au moins d'accord que la gangrène du Cameroun, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Zigli, depuis Efoulan, c'est lui qui a envoyé le message. À la suite, on va lire quelques autres. Oui, mais ceci ne concerne pas tout de suite l'émission. Alors, j'ai un petit souci. Le souci que j'ai, c'est celui de la largeur que présente le sujet que je voudrais évoquer concernant la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voulez qu'on parle des bons ministres? Je suis en train de penser que ce sujet est large et qu'il mériterait d'être analysé pendant au moins 1 heure de temps. Ouais. Moi, je le pour pense le aussi. temps qui reste, tu nous donnes quoi croquer alors? On peut aller sur Etunding, quoi. Vous allez... Nous allons élargir l'aspect des cabales organisées contre les ministres au Cameroun. Parce qu'on a vu sa part, oui, des partis politiques et par moments même entre frères. Vous avez le cas Lupol Moutazi. Quand j'ai cité le journal Paysan tout à l'heure, c'est un journal local. Quand je dis local, ça veut dire que ça vient de la maison. Et ça ne fait pas bonne presse. Il y en a peut-être aussi dans l'allée qui est les bons ministres. Moi, je voudrais commencer par ce journal qui pose un problème aujourd'hui de l'orientation journalistique de notre pays. Vous savez, tout à l'heure, le patriarche évoquait un titre que vous avez cité. C'est-à-dire... Le quotidien L'Émergence. C'est le rôle que la presse aujourd'hui joue dans ce pays, mes cœurs. Très important. Et mes cœurs. Parce que pour des copecs, les gens prennent fait et cause avec les, je ne sais pas, avec des idéologies qui ne servent même pas la nation camerounaise. Nous avons parlé du cas de M. Joseph Betty Assomo. Vous parlez du cas de M. Motazé. Moi, je parlerai aussi même de celui de monsieur, le professeur Laurent Etoudingwa et même monsieur le ministre de la fonction publique. Depuis que vous connaissez la fonction publique dans ce pays, vous avez déjà entendu parler de digitalisation de la fonction publique? Est-ce que les gens imaginent un seul instant ce que ça veut dire la digitalisation d'un secteur comme celui de la fonction publique? Parce que les gens voient le fonctionnaire, ce monsieur qui porte un beau costume à Yaoundé, qui déambule les rues, qui va s'asseoir dans les chaparodromes et disant à qui veut l'entendre que lui, il est fonctionnaire en service au ministère de la Santé, à fonctionnaire. Est-ce que vous savez que même dans l'arrière-pays, il y a des fonctionnaires et qui ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre d'avantages parce qu'il leur est difficile de partir de l'arrière-pays pour arriver en ville. Et aujourd'hui, c'est possible. Avec, par exemple, je prends un cas très simple, le partenariat que vient de signer le ministre de la fonction publique et le ministère de la jeunesse. Avec ces pôles créés par le ministère de la jeunesse dans les départements, dans les arrondissements, à partir desquels on peut avoir des données statistiques sur les fichiers de la fonction publique, à partir desquels on peut avoir des informations personnelles. Parce que le ministre de la fonction publique s'est rendu compte que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'est pas Android, mais
avec l'évolution des choses, il va falloir désormais compter avec le digital. Mais vous avez dans la presse des gens qui se permettent quand même de vilipender un ministre comme celui-là. Je ne voudrais pas parler de M. Motazé parce que ce que ce monsieur a fait, il est en train d'assainir le fichier sol de l'État du Cameroun. C'est sous M. Motazé qu'on a découvert qu'il y avait une personne qui a elle seule endossé plus de 100, je ne sais pas combien de salaires, l'affaire Lebou. Vous savez combien on a fait récupérer à l'État du Cameroun à travers cette affaire-là? Monsieur Dundigwa, je ne veux pas parler de lui parce qu'on m'a dit, oh, ceci, cela, tout. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais je voudrais que les téléspectateurs qui se demandent, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que ça n'a aucun intérêt général. Éléonore, depuis le Bénin. Mais vous savez ce que ça veut dire d'avoir un gouvernement pléthorique comme celui-ci et n'avoir qu'une poignée de personnes qui se distinguent? Le gouvernement de M. John Gouté est constitué de combien de ministres? 65. 65. Ministres assimilés. Je vais citer les 10 bons. Je ne suis même pas sûr qu'il va arriver au 10. À 10. À 10. Sur 65. Essayons. Le MINDEF. Le ministre des Finances. Le ministre de l'Éducation de base et son homologue de l'enseignement secondaire. C'est vrai qu'ils peuvent se parfaire. Il y a des choses à parfaire. Vous avez le ministre de la Santé. Il y a des choses à parfaire. Vous avez le ministre de la fonction publique. Pour moi, il y a vraiment là-bas, il n'y a rien à parfaire. Nous sommes déjà à 6. Je vais ajouter, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Le ministre de la Justice. Bon, si vous voulez. Moi, je n'ai pas mis là-bas. Mais je pense qu'on peut le mettre aussi là-bas. Mais moi, c'est à parfaire. Voilà, le ministre de la Justice. Vous prenez le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Célestine Ketchakoutes, qui est venue, qui était plein de dynamisme, malheureusement, qui a de s'amortir parce que les mauvais élèves sont en train de vouloir l'amener vers le bas. Quand j'ai cité ça, vraiment, je suis désolé, mais je m'arrête là. Je me cherche ta matière. Tu vas d'abord annoncer que tu ne vas pas arriver. Je ne suis pas arrivé. Alors, c'est un exercice. Vous m'envoyez aussi poser la même question. Je me suis arrêté à 8. Alors, dis bon ministre, Patriarche. 10. Ben, je crois que je ne vais pas citer les ministres. Je vais dire pourquoi notre presse n'est pas objective. Je l'ai toujours dit, j'ai dit depuis les états généraux de la communication, j'ai fait des propositions qui, si elles étaient acceptées, pourraient permettre aux médias camerounais d'être objectifs. On ne peut pas demander à tous les médias d'avoir une même ligne éditoriale. C'est clair. Pas possible. Ça, c'est clair. Mais seulement, on doit demander à tous les médias de traiter de faits. Bon, ça dépend de l'angle d'attaque. Ça dépend du côté où on se situe. Si tu es de gauche, on va sentir que c'est un journal de gauche et qui traite tel problème de cette manière. Et traite l'idéologie. Aujourd'hui, on venait de passer presque 1 heure à parler d'une cabale. Vous allez trouver des journaux qui sont dedans parce que simplement, on leur a donné un peu d'argent. Parce que ces gens, ils ne sont pas financièrement indépendant. Et il suffit qu'un ministre appelle un DP et lui dise bon, et que voilà telle chose, voilà telle somme d'argent, va. Le type, il va prendre sa plume et nobeliser le ministre qui lui a donné l'argent, tout en disant que les autres, c'est des nouilles, c'est de la gnognotte, c'est tout, et même qui sont contre le président, que parti. Pourquoi? Parce que si les médias camerounais avaient les moyens nécessaires pour que les journalistes et tous ceux qui sont autour puissent être à l'aise, c'est-à-dire ne soient pas, qu'ils soient à l'abri du besoin élémentaire, on aurait une presse qui nous montrerait effectivement que tel ministre est bon, que celui-ci n'est pas bon, parce que, c'est-à-dire avec des faits, une démonstration par des faits. Mais aujourd'hui, il suffit
je l'ai dit. À cela, où mettez-vous la déontologie, les règles déontologiques et tout ce qui Il n'y a pas de déontologie. Quand vous avez le ketchup dans la bouche, il n'y a pas de déontologie. Je vais te donner. C'est ça qui vous pousse à dire qu'un ministre des Finances est un danger pour le président de la République. Mais plus le gars a pris le ketchup dans la bouche, on a donné le ketchup quelque part. Je vais donner un document à M. Fangono. Un document qui vient de la corporation, c'est un document français où vous comprendrez que l'éthique et la déontologie, c'est un péril sur ce qui n'existe nulle part. Ça, c'est vrai, parce que ne demandez pas à un journal de droite en France de dire que Mitterrand ou Macron, c'est des gens impeccables. Bon, Patriarche, laissons la déontologie. Prenons même la responsabilité. Voilà. La responsabilité de l'homme en question. Parce que, voilà quelque chose de vrai, la responsabilité. Quelqu'un a dit, vente affamée n'a point d'oreille. Et l'autre a répondu qu'il n'a jamais vu un ventre avec des oreilles. C'est la manipulation actuelle surfe sur la précarité des médias. Donc, il faut vraiment que personnellement, on puisse dire, j'ai choisi de faire ce métier, je ne fais pas cela. Je vais vous dire un truc. On tue un enfant au Hilton. J'engage l'enquête. Et un confrère m'amène 1 million. Il me dit, tel a dit, laisse tomber cette affaire. Et n'est pas bien. Je lui dis, monsieur, je ne peux pas me dédire. J'ai déjà dit des choses, j'ai déjà écrit. Et vous voulez que je dise le contraire de ce que j'ai écrit? Évidemment, le confrère m'a insulté parce que j'ai refusé. Et au fait, c'est 10 millions qui lui avaient été remis, puisque j'ai vu le type après. Lui, il est venu me montrer 1 million. C'est le droit de l'œil. Je vous donnerai le nom au studio. Alors, c'est que aujourd'hui. Alors, Patrice, si vous aurez donné les 10 millions en totalité, ou bien 5. Mais je ne me serais jamais dédié. Parce que comment tu peux dire que tel a fait ceci, que des faits concrets, et puis un beau matin tu reviens, tu dis non, j'avais bu un peu de whisky, et c'est pour ça que j'ai écrit non. D'abord, moi, je n'ai jamais bu, je ne boirai jamais jusqu'à ma mort, donc je ne peux pas me dédier. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Si j'accepte, j'accepte. Je suis, comme je le dis, le genre d'étonne en voie de disparition. Parce qu'avant, un étonne qui te dit oui, c'est oui jusqu'à la mort. Non, c'est non, quelles que soient les conséquences. Et je suis ce genre d'étonne-là. Merci. Bonjour, certains journalistes, hommes politiques et certains organes de presse écrits, parlés, écoutés ont confondu d'adversaires pour combattre Paul Biya. On casse les ambassades, on entretient la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, nous écrit Roméo ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Betty Assom est un grand monsieur. Il fait des jaloux. Sadou Daoudou est resté ministre des Forces armées sous le premier président de la République. Monsieur Betty Assom va finir le mandat avec le président de la République du Cameroun. Merci, bonjour à vous tous sur le plateau. Ce sont les réseaux obscurs qui en veulent à Betty Assom parce qu'il reste discret car sa maison du village est modeste et à Yaoundé, il n'a pas fait comme ceux qui sont en prison. Il faut connaître l'homme pour dire un certain nombre de choses. Maury, depuis Ayos, nous écrit. C'est donc un voisin direct du ministre en question. Tous ces ministres énumérés sont inefficaces. C'est mon avis. C'est aussi le sien. C'est mon avis. La Cabale engagée contre les bons ministres au Cameroun. Non, à qui ça passe? Qui cite d'abord, qui fasse les choses. Pourquoi tu veux que je soumettre à cet exercice? Non, je le ferai même. Il vous a dit, mais je commence à dire. Il vous a dit qu'ils sont 65. Et vous n'avez pas pu trouver 10 parmi les 65. Laissez-lui le soin et le temps. Si possible, d'aller plus
plus loin que vous. Non, mais il ne peut même pas atteindre 15. Moi, je crois que, loin de là, moi, je ne suis même pas sur la antenne 8. Bah, voilà. Donc, moi, je pense que le patriarche a ouvert une boîte de Pandore et c'est important de le dire. Moi, j'ai l'habitude de le dire, que ce soit sur la question des partis politiques comme sur la question des journaux, des organes de presse. Moi, certes, on est dans l'ère des libertés, mais on n'est pas dans l'ère du libertinage. Ce n'est pas parce qu'on a dit liberté de communication, liberté de la presse, liberté d'expression, qu'on doit créer 600 numéros, 600 journaux dans un pays, 1000 machins. Non, on doit pouvoir limiter le nombre et même créer un organe qui, à un moment, va procéder même par élimination et cooptation. Parce que moi, je suis pour cela. Si j'entre, par exemple, dans le cadre de la politique, plus de 300 partis politiques, c'est beaucoup. Même le mien, je trouve que c'est de trop. C'est de trop. Parce que j'estime que on doit, par exemple, après une élection, comme celle qui est passée le 9 février, se dire quels sont les partis même qui ont réussi même à déposer une liste quelque part. On compétit. On se limite à ça. C'est-à-dire que ceux qui sont entrés à l'Assemblée nationale, tant mieux pour eux. Ceux qui ont eu une mairie ou un conseiller, tant mieux pour eux. Ceux qui ont déposé une liste, ok, on ferme la baraque. Et puis on se dit, aux prochaines élections, ne pourront compétir que ceux qui ont été dynamiques aux récentes élections. Ça veut dire que les prochaines élections, par exemple de 2025 municipales, on voit aussi les autres partis qui viendront se greffer. On les ajoute donc au fur et à mesure. Et ceux qui ne se seront pas manifestés, même si c'était dynamique, les 5 ans d'avant, on les expulse de la liste. Parce que c'est important. C'est ça qui fait vivre la vie politique, qui fait en fait vivre la société et qui anime la vie politique. La même chose pour les médias. Vous ne pouvez pas avoir 600 organes de presse dans un pays normal et de ne compter que parmi les tabloïds environ une cinquantaine. Mais attendez, on est où là? Ça veut dire que les gens ont des organes de presse dans les bureaux, dans les mallettes. Et bon, quand quelqu'un a un problème, il dit, ah, je suis même DP de quelque chose, envoie les choses. Ici, il y a un truc, ça apparaît. Et puis, comme les réseaux sociaux sont déjà ceux qui sont sur Facebook, on découvre un journal qu'on n'a jamais vu de nulle part. Mais pourtant, on vous dit qu'il a un récépissé qui date de 20 ans. Et c'est aujourd'hui que vous le voyez, avec pour titre, Motazé, cet homme est dangereux pour Paul Biya. Vous sortez d'où? Vous allez où? Donc, il y a un problème. Donc, je me dis que même dans le monde des médias, il faut le faire. C'est-à-dire qu'un journal n'est pas paru pendant 3 mois, on l'épingle, on le met de côté. Aussi simple que ça. Au bout d'une année, on doit refaire la loi sur cette presse-là. C'est-à-dire que on doit compter le nombre de parutions au bout de 12 mois. C'est-à-dire qu'on fixe même un plancher. Un journal, par exemple, sur 12 mois doit paraître, un journal normal doit paraître au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Et donc 7 mois, en fait, on considère que tout le monde est un mensuel. Si c'est tous les mensuels, c'est au moins 7 fois. On dit par exemple pour les quotidiens, on doit se dire que si vous êtes même paru sur 200 jours ouvrables, vous êtes paru, disons même 100 jours ouvrables, c'est bon, on vous maintient dans la shortlist. Voilà comment on doit fonctionner. Ça fait qu'on n'ira pas dans tous les sens et on va éviter ce genre de choses-là. Donc, c'est ce que moi je voulais d'abord dire, que la faute à ce niveau est aussi à l'État. Parce que l'État ne veut pas réguler et expose non seulement certains dirigeants, parce qu'il y en a qui méritent aussi ça, hein. Il y en a qui méritent aussi ça, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que parce qu'on a dit que Motazé, qu'on ne peut pas aussi dire qu'un autre qui travaille mal, travaille effectivement mal, ou alors est dangereux. Même si celui-là a eu la malchance qu'il a titré sur la mauvaise personne. Sauf que quand vous titrez comme ça, vous montrez les faits. Non, je suis d'accord, moi je ne vais même pas sur les faits, je reste sur la titraille. Je dis qu'il y a certains ministres qui effectivement font mal et qui méritent cette titraille-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne fait pas de ces journaux forcément qui le feraient avec des faits qui soient des faits de chou. Mais je dis la responsabilité est celle de l'État. C'est-à-dire de réguler sur la scène politique et de réguler sur la scène des organes de presse. C'est important. Parce que même pour la redevance, on voyait encore le président Dieudonné Mvong, quand il se plaignait qu'il n'y a même pas de financement pour le Covid, même l'affaire de la redevance, quoi qu'on distribue souvent l'aide à la presse, ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a rien eu, ainsi de suite. C'est parce que il y a tellement d'organes de presse à la fin que quand on veut même distribuer le petit milliard là où je sais pas le 600 millions, ça devient tellement petit, ça devient tellement ridicule, ça devient tellement modique pour ce grand nombre là. Et vous allez vous rendre compte que c'est les gens même qui ont les choses là dans les mallettes
qui en fait sont encore les prénoms de ceux qui sont à la distribution de cette aide à la presse. Vous allez donc voir qu'un journal non-name aura de l'argent et un journal qui est sérieux et qui paraît, même s'il n'est pas sérieux, mais qui paraît régulièrement, ne reçoit rien. Parce qu'effectivement, on va peut-être trouver sa ligne un peu trop à gauche. Ou alors un peu trop à droite. Donc, je voulais d'abord évacuer cet élément. Ou qu'il ne laisse pas la part du distributeur. Voilà. Et pour dire maintenant que quand nous regardons donc sur la scène, moi je suis tout à fait d'accord parce que quand on parle de M. Lé, ce monsieur a fait ce qu'aucun ministre de la fonction publique n'avait réussi à faire avant. Regardez par exemple, vous savez, nous qui avons signé au-delà des matricules, les diplômes des enfants, nous avons certifié les documents, on a toujours eu cette peine. Par exemple, vous êtes inspecteur, comme je l'ai été au premier adjoint préfectoral, je ne pouvais pas signer, par exemple, les présentations de l'original du diplôme. Parce qu'il n'y a que le préfet et le gouverneur qui peuvent le faire. Vous voyez, par exemple, je prenais un simple département où j'ai été préfet adjoint, département du Diamaré. Le prochain département, le prochain préfet est à pas moins de 100 km. Donc vous imaginez que les enfants partent des 9 arrondissements du Diamaré. Je ne prends que les 9 arrondissements. Ils viennent à Maroua parce que le préfet est là. Il y a des concours à la porte. Il dépense déjà de l'argent pour partir de son arrondissement qui est parfois 150, 200 km. Si vous prenez un arrondissement comme Pété, vous prenez comme les Dargala, vous prenez, je vous épargne les noms. Et il arrive à Maroua et il trouve que le préfet est permissionnaire. Il est à Yaoundé. On est obligé de lui dire, va à Mokolo. Mokolo, c'est le département, le chef-lieu du département de Tanaga. C'est aussi près de 150 km. Voilà encore l'argent. Ses parents lui ont donné peut-être l'argent des oignons qu'on a cultivés pour arriver à Maroua. Sachant qu'il va trouver le préfet et faire signer. Ça devient compliqué, puisque moi je suis un petit adjoint, je ne peux pas signer. Monsieur Lé a réussi donc à obtenir par son collègue du MINAT, du ministère de l'administration territoriale, et là aussi celui-là a félicité. Moi j'ai toujours, moi j'en ai après lui sur la gestion de l'argent qu'il a fait dans l'affaire du Covid, il avait des marmites et tout ça, mais sur le plan même de la... Bon, j'appelle ça des marmites de béton. Mais sur le plan du travail en tant que ministre de l'administration territoriale, je le trouve impeccable. Je le trouve impeccable parce que c'est un monsieur dont on a dit, il est un brouillon, on ne voit pas son parcours, mais quand il est arrivé, il a fait ce que les gens qui ont fait les Harvard, la Suisse et tout ça n'ont pas pu faire, hein, monsieur Atangandi. Il a réussi à travailler comme au MINAT et à montrer, d'ailleurs même dans la gestion de la crise sécuritaire, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est d'un appui essentiel pour l'armée et pour le ministre de la Défense. Parce qu'il gère le NOZO, il gère le nord-ouest et le sud-ouest territorialement et en complément de ce que fait le MINDEF dans le sens de la sécurité des frontières et même de la sécurité intérieure. Donc, je crois que sur ce point, M. Joseph Lé a réussi à faire ce que personne n'avait pensé faire. C'est-à-dire que céder cette exclusivité des gouverneurs et des préfets de signer les présentations d'original des diplômes aux sous-préfets et aux assimilés, parce que c'est important. Parce que vous voyez des files d'enfants, je me dis toujours, comment est-ce qu'on peut venir demander un service public et on a acheté un timbre qu'on a apposé sur un document et on sèche sous le soleil de 8h à 16h. Des semaines. Parce que parfois, vous voyez une autorité qui doit vous rendre service, on vous dit, déposez à 10h, revenez à 16h. Vous savez que l'enfant habite où? Vous savez qu'il vient d'où? Vous savez qu'il a dormi où? Il est arrivé là-bas comment? Alors qu'on peut simplement organiser le travail et puis arriver. Monsieur Joseph Lé a réussi cet exploit-là. C'est à féliciter. Il a fait d'autres choses que monsieur Kaka citait tout à l'heure. On peut citer le ministre des Finances, parce que je vais insister dessus pour que les gens peut-être comprennent. Est-ce que vous savez que le dossier sur les faux salaires là, était sur la table de monsieur Alamine Ousmane Mey des années durant? Il ne l'a pas mis dehors. Monsieur Alamine avait trouvé ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il était posé là depuis. S'il te plaît, depuis le ministre Ababa. Le dossier des faux salaires est posé sur la table des Minfi. Monsieur Alamine Ousmane Mey est arrivé comme ministre des Finances. Il n'y a pas touché. C'est 2 semaines après son arrivée que monsieur Motazé, vous avez commencé à entendre que les milliers de faux salaires, et ainsi de suite. Il a jeté ça dehors. Parce que qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'un ministre arrivait, on lui disait, écoutez, monsieur le ministre, voilà le dossier des faux salaires. On avait fait l'enquête sur monsieur Ababa. On croyait que ça allait être publié, mais ça n'a pas été publié. Simi Meigné, la même chose. Et voilà. Et c'est même ce qui a fait débarquer Simi Meigné, parce qu'il avait voulu. Et puis, c'est lui qui a monté tout le dossier et a fait toute l'enquête. Et là, au moment où il fallait le publier, on l'a jeté. Bon, voilà. Parce que si vous publiez ce dossier des milliers de faux salaires, bon, vous allez perdre ceci, parce que chaque mois, c'est au moins tant de millions. Je ne sais pas si ça atteint le milliard, mais selon les informations que nous avions, ça fait tant de millions, de centaines de millions que vous aurez chaque mois
pour couvrir ces choses-ci. Voilà ce que chaque ministre des Finances gagnait chaque mois pour couvrir les faux salaires. À peine arrivé 2 semaines, les Camerounais étaient informés qu'il y a tant de milliers de faux salaires, de faux matricules, qui voilà. Et on a commencé même à divulguer les noms. C'est même pour le secret qu'on a dû le ramener à l'ordre pour dire que, bon, écoute, on sait déjà qu'il y a les faux salaires, mais tu ne vas pas les jeter à la vindicte populaire. On a cessé la publication des noms. Et il a commencé encore ce qu'on n'avait jamais fait avant. C'est-à-dire, on appelait ça comment, le COP, c'est-à-dire le recensement des personnels de l'État. Effectivement. Le COP 2000, le COP 19, ou je ne sais pas trop comment on avait appelé ça. Ce qu'on n'avait jamais fait dans ce pays. Parce que les gens se plaignaient toujours. Il y a des gens qui sont en fonction, qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui gagnent leur salaire. On a même découvert qu'un des patrons de la base était boursier du Cameroun jusqu'à 50 ans. Vous pouvez vous imaginer. Et il engueulait le Cameroun, il engueule toujours d'ailleurs le Cameroun partout. Alors qu'il a toujours la bourse des années 1990 qu'on envoyé. Il était déjà même professeur universitaire. Non, je sors par là. Je veux vraiment sortir. Pour que l'on sache. Sortez en 10 secondes. Oui, en 10 secondes. Parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'on vient raconter des choses. Info TV, nous, on apporte toujours des faits. Parce que c'est ça qui est le plus important dans nos 10-12. Ça, c'est M. Motazi, la touche de l'homme. Parce qu'on peut aller plus loin. On a vu, par exemple, M. Etundingwa, au ministère de l'Éducation de base. Lorsqu'il a fallu recruter des enfants, la fois dernière, les IVAC, et tout de suite, on avait même pris 60 milliards, je crois, qu'on avait eu comme crédit. Et ce monsieur a procédé par une équation qui en fait de respecter non seulement le genre, mais respecter aussi ce que beaucoup de gens n'aiment pas, comme le patriarcat, c'est-à-dire l'équilibre régional. Parce que les gens ne savent pas quelle peine on a à faire à travailler dans ce ministère-là, surtout quand on a une situation comme celle des IVA. Il a réussi à le faire. Regardez l'école sur les 2 ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base. J'en ai terminé. 5 secondes. L'éducation de base. L'école a recommencé par triage. Est-ce que vous avez suivi que les enfants sont tombés de Covid dans les établissements? Jusqu'ici. Parce que des mesures ont été prises par ces ministres. L'inefficacité des ministres est due à leur nombre pléthorique. Ça fait une cacophonie. La gabégie sans compétence, comment comprendre qu'avec très peu de ministres, M. Biya, à l'époque Premier ministre, a mené d'énormes réalisations. Ernest Lambert, Camerounais délégué médical au Gabon. Bonjour à vous, très cher Lambert, et merci pour la fidélité. Bonjour, M. Bessala, Marois Mokolo, 78 km et plus, voilà. Bonjour à tous sur le plateau. Au Cameroun, on n'aime pas les travailleurs et c'est pour cela qu'on veut toujours salir ceux qui font bien. Célestin depuis Yaoundé. Merci à vous, Valet Bertrand Bessala. Merci à Ulicar. Merci, Patrice Blois, ici. On se dit à demain avec le sujet concernant le Nozo. Oui, absolument. À vous, chers téléspectateurs, merci pour la fidélité. Merci à Ben Valls, Janvier Désiré, Kenge et tout le reste. Je salue Oban Bibi pour la production de l'émission Le Débat. On se dit à demain à partir de 10h00. La suite des émissions et des programmes d'info-télévision, c'est le journal en langue anglaise, une présentation de Diane Linkam. Bonne journée à tous et à demain.